Bonjour à tous, Ulrich Génisson, fondateur d'Eat Fat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015. Et je rappelle une fois de plus que je suis moi-même en cétose nutritionnelle ininterrompue depuis 2013. Aujourd'hui, je suis très heureux d'aller à la rencontre de Marie qui va nous présenter son expérience du régime cétogène. Bonjour Marie. Bonjour Ulrich, merci pour ton invitation. Je me présente. Vas-y, c'est totalement Je me libre. présente. J'allais t'inviter à te Donc présenter. Donc... je suis Marie, j'ai 51 ans, j'habite dans le Val d'Oise. Je suis infirmière de formation depuis plus de 20 ans et j'aime avant tout le sport. D'ailleurs, j'ai pratiqué pendant 17 ans du karaté et actuellement, je fais du tennis. Alors bien sûr, au niveau amateur, mais en compétition. Voilà, pour vous donner un petit peu le profil de ce que j'aime faire. Donc déjà, tu vas pouvoir nous parler, Voilà. pour les gens, enfin moi je connais un petit peu ton histoire, mais globalement, on va avoir deux visions. Tu vas avoir ta vision de professionnel de la santé en tant qu'infirmière avec une longue expérience dans différents services. Donc tu connais bien le secteur santé. Et puis, il y a ta vision personnelle de ta propre santé, ton expérience du régime cétogène. Donc je pense que ça va être un témoignage qui va être riche et intéressant. Alors tout d'abord, avant de faire infirmière, j'étais auxiliaire de puériculture. Ensuite, j'ai fait infirmière, j'ai travaillé à l'hôpital. Mhm. Et comme tout professionnel de santé, on croit dur comme fer en ce que disent les médecins. On pense qu'effectivement, quand on a un problème de santé, on se tourne vraiment vers la médecine traditionnelle, avec les médicaments. On a mal quelque part, on prend un antalgique. Donc ça, c'était vraiment ma vision des choses. Ma vision des choses pendant tout mon parcours en fait en milieu hospitalier. Mhm. J'ai travaillé en chirurgie orthopédique, en viscérale, en médecine infectieuse. Ensuite, c'est un petit peu varié mon parcours parce que j'ai fait du libéral. Mhm. Ensuite, j'ai voulu faire de la formation, donc j'ai formé des aides-soignants. J'ai travaillé en rééducation. Ça, c'était très intéressant parce qu'en rééducation, on voit vraiment la perte d'autonomie des personnes accidentées de la route, des personnes qui ont eu des fractures. Ça pouvait être du côté orthopédie ou du côté neurologie, avec des fois des troubles neurologiques qui engendrent des pertes motrices importantes, et avec des récupérations plus ou moins importantes aussi en fonction des possibilités de chacun et du degré de dépendance de base. Et puis l'âge Donc aussi. ça, L'âge et seulement. effectivement, de l'âge de la personne, Mm. effectivement, on ne récupère pas de la même manière Mm. aussi, en fonction aussi de son hygiène de vie. Mm. Hein. C'est ce qu'on apprend d'ailleurs en régime cétogène, l'hygiène de vie est très Mm. importante. Mm. Donc après cette expérience auprès de personnes en perte d'autonomie en centre de rééducation, donc je vous dis, j'ai fait de la formation pour être soignant, j'ai été prof de sciences médico-sociales aussi, et puis j'ai fait du libéral. Mhm. Donc, le libéral, c'est intéressant, mais on court plutôt un peu après le temps. Mm. Et c'est ça qui est un peu, voilà, c'est pas toujours très, très intéressant. Voilà, c'est intéressant d'aller au domicile des personnes, de voir exactement leur contexte de vie, mais au niveau travail, c'est quand même assez stressant. Mm. Et c'est beaucoup, être timé à chaque fois. Si on est 5 minutes en retard, Mm. la personne va nous appeler. Voilà, donc Alors, je vais ça me faire une convient pas parenthèse. Tu trop. vois, je vais faire ma première parenthèse parce que j'ai Oui, reçu deux, trois emails récemment qui m'ont dit que j'étais très, très dur envers le corps médical. Alors, j'ai essayé de clarifier ça parce que je suis d'accord. d'un côté extrêmement critique sur le corps médical en tant que tel, en tant que système. De l'autre côté, je suis prêt à mener des combats absolument totaux, une guerre totale à côté de médecins qui sont engagés pour la santé des gens. Et on voit en plus dans le milieu médical que souvent les infirmières sont un peu entre le marteau et l'enclume, avec d'un côté des patients qui veulent des choses, des médecins qui ne le font pas, des infirmières qui outrepassent des fois leurs fonctions parce que juste le médecin ou le système ne fait pas le travail. Et moi, je l'ai vécu de mon côté en accompagnant ma mère. Tu es en région parisienne, tu connais le système santé-service avec Ah oui, je connais. voilà, Oui, oui, des très bien. infirmières qui viennent à domicile, en Oui, particulier oui. pour la fin de vie. L'hospitalisation à domicile. Exactement. Et donc, vraiment, je suis ultra fan et je remercie toutes ces personnes, toutes ces infirmières
qui vraiment sont dévouées pour les médecins, pour les patients, je veux dire, parce qu'elles viennent finalement compenser les défaillances d'un système. Elles prennent sur elles. J'en dirai pas plus, mais honnêtement, je suis vraiment très respectueux et très, oui, très reconnaissant envers des individus qui finalement vont privilégier le côté humain de la santé plutôt que le côté administratif du système de santé défaillant français. De l'autre côté, donc je reste très critique envers des médecins qui sont pour moi devenus adeptes d'une dérive sectaire parce qu'ils sont prêts à carrément jusqu'à tuer des gens, clairement, sans le reconnaître, en faisant littéralement des conneries, en n'étant totalement pas à jour des sciences les plus récentes, en voulant conserver leur monopole sur certains médicaments qui sont totalement dépassés, qui n'ont aucun effet, en ayant des conflits d'intérêts majeurs, etc. Là, clairement, je suis très critique. Donc, je voudrais juste clarifier ça. Nous sommes tous des êtres humains. À un moment donné, les infirmières sont vraiment un corps remarquable parce qu'elles sont sous-payées, sous-reconnues. Elles se retrouvent parfois en train de faire un grand écart entre ce qu'elles ont légalement le droit de faire et ce qu'elles font parce qu'en face, elles ont des vrais êtres humains qui ont des vrais problèmes, typiquement des ordonnances qui ne sont pas renouvelées, des choses comme ça. Donc voilà, merci aux infirmières d'être bienveillantes sur les patients parce qu'on a vraiment besoin de vous. Ce n'est pas forcément un métier simple. Clairement, vous êtes maltraités par le système aujourd'hui. Donc merci et bravo. Bah, merci pour ton soutien, en tout cas, pour notre métier sincère, qui n'est pas toujours facile. Ouais. Et pour rebondir sur ce que tu disais par rapport aux décisions de médecins, ou des fois, effectivement, on n'a pas toujours la parole du médecin. Un exemple, moi, j'ai travaillé de nuit. Et de nuit, en chirurgie, quand on avait un souci avec un patient qui avait très mal, on avait des prescriptions, mais les prescriptions n'étaient pas forcément suffisantes. Et on savait que des fois, quand c'était un certain médecin qui était là, il ne voulait pas être dérangé parce que monsieur voulait profiter de dormir quelques heures dans la nuit. Et donc, on savait que là, c'était, on ne savait pas comment faire parce qu'on se disait, ou alors on outrepasse nos droits et on se dit, on va prendre le risque de donner un médicament supplémentaire au risque qu'il y ait des effets de surdose, voilà. Ou alors, on réveille le médecin, mais on se fait taper sur les doigts. Et pareil, un deuxième exemple, c'est quand il y avait des décès. Il y avait des décès, donc nous, on constate le décès, mais ce n'est pas nous qui devons légalement constater le décès. Donc, le médecin est obligé de se déplacer. Des fois, le médecin ne voulait pas se déplacer. Donc, nous, on faisait tout ce qu'il fallait, bien sûr, faire ce qu'il fallait, nettoyer le corps, tout ça, enfin, toute la préparation jusqu'à les descentes à la morgue, tout ça. Mais le médecin, des fois, ne voulait pas se déplacer. Ça, c'était un problème. Non, mais je ne sais pas si ça existe toujours, parce que moi, je suis sortie du milieu hospitalier, ça fait déjà un certain temps. Mais j'imagine qu'il y a toujours des situations comme ça où on se retrouve dans une situation, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on outrepasse nos droits? Et par rapport au patient, on est obligé de faire quelque chose. On ne peut pas laisser le patient en souffrance. Voilà, concrètement, tu viens de l'expliquer, c'est un cas vraiment simple. Vous avez un patient qui a un besoin de médicament. De l'autre côté, vous n'avez pas de médecin qui est là pour légalement prescrire le médicament. Ça peut être par exemple un antidouleur, un morphinique, enfin tout ce qu'on veut. Oui, et au final, vous avez un individu, un être humain, une infirmière qui n'a légalement pas le droit de prescrire et qui se retrouve entre soit donner un médicament sans l'autorisation, parce qu'elle n'est pas médecin, c'est ça. Soit laisser souffrir le malade. Voilà votre position. Et je comprends qu'humainement parlant, voir ça tous les jours, ça ne soit pas facile. En plus, je voudrais ajouter un point essentiel. J'arrête pas d'alerter sur les problèmes de chronobiologie. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les hôpitaux ne ferment pas la nuit. Donc, il y a des gens qui travaillent la nuit. Et je pense que, comme le personnel de bord dans les avions, vous êtes clairement négligé en termes de santé individuelle. Les lumières ne sont pas bonnes, on ne fait pas attention à votre vitamine D, à votre mélatonine, etc. C'est-à-dire des choses de base très peu coûteuses qui permettent d'adapter le poste de travail pour que les gens soient dans de bonnes conditions. Ce n'est pas fait. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à avoir des études publiées qui nous expliquent qu'une des populations les plus concernées par des cancers du sein relativement jeunes, c'est le personnel hospitalier. Parce qu'elle travaille de nuit, totalement déphasé au niveau chronobiologique. Ce n'est pas normal. Donc en fait, les gens qui viennent vous soigner, on leur demande de sacrifier leur propre santé. Voilà, et ça, c'est un scandale pour moi. Oui, c'est sûr que les conditions ne sont pas
sont pas optimales. Voilà. Avant de travailler de nuit, j'avais travaillé de jour. Et de jour, donc je travaillais en 12 heures, 8 heures, 20 heures. À partir de midi, donc moi je travaillais pas au bloc, mais je travaillais en orthopédie, hein, et après en viscéral, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui arrivent la veille au soir pour se faire opérer le lendemain matin. Donc tout le monde part au bloc le matin, hein, à des heures différentes, et à partir de midi, il y a les retours de bloc. Et l'après-midi, à 16 heures, il y a les nouvelles entrées pour le lendemain. En fait, à tout moment de la journée, on pense qu'on va prendre une pause, mais on n'a jamais le temps. Et en fait, la journée passe de 8 heures à 20 heures et le repas, il reste dans le frigo. On n'a pas le temps de le sortir. Et en fait, c'était comme ça tout le temps. Et c'est pour ça qu'après, j'ai préféré travailler de nuit parce que, faut dire ce qu'il y a, c'est quand même un peu plus calme, bien qu'il y avait quand même de la charge de travail. Mais une fois qu'on avait fait notre tour du soir, on avait quand même une petite accalmie, bien que on accueillait quand même les urgences d'autres services quand il n'y avait pas de place. Voilà. Comme c'était le service le plus grand de la clinique, on accueillait des fois, alors on pouvait avoir de l'ophtalmo, de l'orthopédie, du viscéral, de la cardio, de la pneumo, enfin tout était mélangé parce qu'il n'y avait plus de place dans les autres services. Ce qui n'est pas toujours une bonne chose parce qu'on dit des fois, faut pas mélanger l'orthopédie avec l'infectieux parce que justement, c'est source après de problèmes de guérison et de complications. Mais bon, des fois, il n'y a pas le choix. Des fois, on avait des IVG. Alors, malheureusement pour elles, les personnes qui venaient pour des IVG, moi, je n'avais pas l'habitude de m'occuper de ces personnes-là, quoi. Donc, en gros, bon, elles étaient là dans le service, mais bon, elles n'avaient pas la prise en charge optimale non plus. Bon, pour dire que c'est vrai que les conditions de travail, ce n'est pas toujours l'idéal. En tout cas, moi, je suis sortie de l'hôpital déjà depuis un certain temps. Et depuis 2016, je me suis spécialisée auprès de personnes âgées. Parce que j'ai trouvé une place de coordinatrice de soins en gérontologie, où là, je m'occupais de personnes qui cumulaient beaucoup de difficultés. C'est-à-dire que souvent, des personnes isolées avec de multiples pathologies, des fois aussi des personnes qu'il fallait aider sur le plan financier ou sur le plan social, avec la mise en place d'aides qui n'étaient pas toujours effectives. Par exemple, des personnes qui avaient l'âge de la retraite, mais qui n'avaient pas fait de dossier de retraite, ou des personnes qui étaient surendettées parce que, ou il y avait un problème, de compréhension. Par exemple, une personne qui avait besoin d'être mise sous tutelle ou curatelle, et ça n'avait pas été fait. Donc, en fait, c'était une prise en charge globale dans tous les champs, que ce soit social, financier, médical. Et puis là, depuis l'année dernière, je suis au département 95 et là, je m'occupe des dossiers de personnes qui demandent l'APA. C'est l'aide personnalisée à l'autonomie. Donc, cette aide-là est attribuée aux personnes de plus de 60 ans en perte d'autonomie. S'il n'y a pas de perte d'autonomie, on n'a pas droit à cette aide-là. Et moi, mon travail, c'est d'évaluer la perte d'autonomie et en fonction de la perte d'autonomie, d'accorder les aides nécessaires en fonction des besoins et en fonction des désirs de la personne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, moi, je rencontre beaucoup de personnes qui ont du diabète, qui ont de l'hypertension, mais beaucoup, vraiment beaucoup, c'est une majorité, je dirais même plus que 50%, on va dire, de la population que je vois, ont ce type de pathologie-là. Alors, j'en profite pour leur dire que vous savez que le régime cétogène peut être efficace pour les diabètes de type 2, pour inverser le diabète. Voilà, j'en profite pour glisser ça. Et j'ai des personnes qui ont acheté ton livre. Voilà, donc je suis contente de pouvoir passer l'information. Voilà, bonjour Keto. Bonjour donc, Keto. Je leur donne le lien, Eat Fat to Be Fit. Je leur dis, bon, si vous allez sur Internet, vous allez trouver tout n'importe quoi comme information. Oui. Les gens qui parlent du régime cétogène, mais qui ne l'ont pas pratiqué, ils vont vous dire que c'est un régime qu'on ne peut pas faire au long cours. Voilà. Même des grands professeurs ou des médecins qu'on peut voir à la télé. J'ai revu encore un reportage que j'avais enregistré de E égale M6 il y a très longtemps sur des régimes alimentaires. Il y avait 4 personnes qui faisaient un régime, dont le régime cétogène, et il y avait une nutritionniste qui était là au milieu pour parler de chaque régime et qui faisait comme commentaire sur le régime cétogène. D'ailleurs, on voyait bien qu'elle ne savait pas de quoi elle parlait. Elle disait, bon, le régime cétogène, c'est un régime qui crée beaucoup de carences, donc on ne peut pas le faire au long cours. C'est tout ce qu'elle a dit, sans donner plus d'informations.
Alors que dans le reportage, la personne avait perdu même plus que le poids qu'elle avait souhaité avec ce régime cétogène. Après, ce que disent souvent les gens aussi, c'est que quand on arrête le régime cétogène, on reprend le poids. Mais sauf qu'ils n'ont pas compris que le régime cétogène, on ne l'arrête pas. Parce qu'en fait, c'est un mode de vie différent. Et ce n'est pas quelque chose à faire sur du court terme, puisque la base du régime cétogène, c'est de supprimer les glucides. Si on reprend les glucides, on retrouve tous les problèmes qu'on avait auparavant, dont la prise de poids. Donc, les gens font un amalgame entre les régimes cétogènes ne fonctionnent pas, mais en fait, ils n'ont pas compris de base l'intérêt du régime. De la même manière que quand on a un problème d'alcool, on arrête l'alcool et on ne reprend pas derrière. Quand on a un problème de tabac, on arrête le tabac, on ne reprend pas derrière. Quand on a un problème de drogue, c'est la même chose, etc., etc. C'est ce que je dis aux personnes que je vois en visite à domicile. Je leur dis, si vous avez une allergie à la fraise, vous ne mangez plus de fraises. Voilà. Par contre, si vous avez du diabète, pourquoi vous continuez à manger du sucre? Si vous continuez à manger du sucre, vous allez avoir les problèmes, vous aurez tout le temps les problèmes d'hyperglycémie. Vous supprimez le sucre et là, vous allez pouvoir normaliser. C'est un vrai scandale qui m'énerve vraiment parce que je n'arrête pas de dire qu'on est dans un monde d'abrutis, mais honnêtement, le mot est beaucoup trop faible pour la réalité. Je vais donner quelques chiffres, quelques exemples. En France, il y a 68 millions d'habitants, aux États-Unis, 330 millions. Nous avons 800, en 2024, évalué 830 millions de personnes diabétiques de type 2 dans le monde. C'est juste un méga jackpot pour l'industrie pharmaceutique qui vend de l'insuline et les dérivés, certains médicaments hypoglycémiques. C'est un jackpot en centaines de milliards par an, tous les ans. Et oui, c'est on voit jusqu'où ils sont capables d'aller. Par exemple, la plus grande association de diabétiques aux États-Unis, qui a été fondée par l'industrie agroalimentaire, on a des médecins, on a des chercheurs, on a beaucoup d'argent. Ce site-là délivre des recettes pour les gens qui sont touchés de diabète de type 2. Dans quasiment 2 recettes sur 3, ils sont capables de rajouter du sucre. Recette pour diabétiques, salade de pâtes avec 5 grammes de sucre dedans. Donc, de l'amidon, des glucides, plus du sucre. C'est des fous furieux. C'est un homicide, en fait. C'est comme si vous jetiez de l'essence sur un incendie pour l'éteindre. Exactement, oui, c'est ça, en fait. Et donc, effectivement, toute cette dépense d'argent pour tous ces traitements, et moi, je le vois au quotidien, tous les jours. Je veux voir des gens qui ont du diabète, de l'hypertension, et je leur dis, vous savez, vous pouvez réguler le diabète avec le régime cétogène, faire disparaître l'hypertension. Et moi, pour mon cas personnel, alors je ne sais pas si je fais les choses dans l'ordre, mais parce que là, je pense à ça, parce que je pense aux problèmes de santé des gens, mais moi, j'ai eu de la rétention d'eau. Et c'est de là que tout est parti. Quand j'ai eu de la rétention d'eau, j'ai cherché, donc je suis allée voir mon médecin et j'ai cherché à savoir ce que je pouvais faire par rapport à ça. Donc, à part me dire qu'il fallait que je mange moins de sel et que je mette des bas de contention, voilà, ça s'en est arrêté là. Sauf que ma rétention d'eau était toujours là, malgré un régime hyposodé. D'ailleurs, on mange des choses qui ne sont pas bonnes, puisque ça n'a pas de goût. Et donc, en cherchant à me renseigner, un jour, je me suis dit, je vais voir s'il n'y a pas un régime qui pourrait faire que je puisse perdre cette rétention d'eau. Et de là, j'en suis amenée au régime cétogène. Alors, un petit peu par hasard, parce que j'avais testé d'autres régimes auparavant, dans ma vie antérieure, par rapport à des problèmes de dos, par rapport à autre chose. À chaque fois, j'avais fait des régimes qui fonctionnaient plus ou moins, mais forcément, je reprenais le poids automatiquement. Et c'était à chaque fois pour perdre 2 ou 3 kilos, parce que je n'ai jamais été une personne en surpoids. J'ai toujours eu un aspect mince, sauf que de temps en temps, si je ne faisais pas trop attention, bien que je n'avais pas trop tendance à prendre du poids, mais comme moi, j'avais vraiment une attirance pour le sucré. J'aimais beaucoup les gâteaux, les bonbons. Donc, il ne se passait pas une journée sans que je mange, je ne sais pas moi, 2-3 carrés de chocolat, 2-3 gâteaux, sans que rentrer vraiment dans l'extrême. Je n'allais pas manger la plaquette de chocolat, le paquet de gâteaux, mais quand même, tous les jours, il y avait du sucre rapide, voilà, en quantité moindre, mais il y avait quand même du sucre tous les jours. Et pourquoi je disais ça Tu disais que tu avais testé plusieurs régimes successifs pour… voilà.
Oui. Donc, oui, voilà, pour dire que j'avais fait des régimes pour perdre 2-3 kilos. Et ce qui m'a amené à chercher un régime plus efficace, c'est aussi quand j'ai eu ma ménopause, il y a 2 ans de ça, où là, j'ai pris direct 8 kilos, y compris avec la rétention d'eau. Et Mhm. là, j'ai vu mon corps se transformer avec des cuisses qui avaient doublé de volume, hein. Alors, je me suis mis à mesurer, hein, j'avais pris 9 cm de plus de tour de cuisse, c'était énorme. Mhm. Et quand j'allais chez le médecin, d'ailleurs, vous allez rire parce que j'ai une petite anecdote. Mhm. J'ai été voir un phlébologue parce que je me suis Mhm. dit, le phlébologue, c'est vraiment le spécialiste des membres inférieurs, hein, de tout ce qui est problème de circulation, problème veineux. Et là, elle m'a dit, bah, c'est vos chaussettes qui sont trop petites. Alors D'accord. que moi, j'avais une rétention d'eau incroyable. J'étais gonflée, mais de manière incroyable. Et je le voyais justement parce que par rapport aux chaussettes que je mets habituellement, ça faisait une boursouflure. Mhm. Voilà. Et elle, au lieu de me dire que j'avais de la rétention d'eau, elle me dit, maintenant, c'est vos chaussettes qui sont trop petites. Bon, alors ça m'a fait rire, mais moi, en moi-même, je savais que c'était de la rétention d'eau. Bon, je me suis dit, on va passer, hein, c'est comme les autres médecins, on ne peut pas trop compter dessus pour les traitements. Le seul médecin qui m'a un petit peu aidé, c'est un généraliste que j'ai trouvé récemment, qui m'a donné quand même du Lasix. Ça m'a Mhm. permis de perdre 3 kilos d'un coup. Au Mhm. moins, parce que là, j'étais arrivée à un point où je prenais 1 kilo tous les jours. Et là, je gonflais, j'avais le visage bouffi, j'avais les doigts bouffis, je pouvais même plus mettre mes bagues. Enfin, là, c'était devenu extrême et je me suis dit, là, vraiment, il faut faire quelque chose. Et ensuite, j'en suis amenée à me renseigner sur le régime cétogène que je connaissais déjà de nom, Mhm. mais dont j'avais lu, comme tout le monde, que c'était un régime qui était complètement déséquilibré, à ne pas faire au long cours. Donc, je me suis dit, bon, je ne vais peut-être pas m'embarquer dans ce régime-là parce que Ce que tu dis là est ça super provoque des important. carences. Ce que tu dis là est super important parce qu'en fait, tous les médecins, tous les nutritionnistes, toutes les diététiciennes sont soumis au même texte. Alors, le régime cétogène, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire dans la durée et ça engendre beaucoup de carences. Fin de l'histoire, hop, chapitre suivant. Ils gardent ça en tête. Ils connaissent strictement rien sur le régime cétogène. Ils n'ont pas lu une étude, ils n'ont pas été voir un témoignage, ils n'ont pas été voir dans quelle application clinique il était utilisé, les maladies neurodégénératives, l'épilepsie, le cancer. Ils connaissent rien. Et ils répètent en boucle, parce qu'après les journalistes vont les interviewer, etc., la même phrase à la con, vraiment, c'est vraiment de la connerie. Oui. Ça ne peut pas être fait dans la durée. Moi, ça fait 12 ans. Je suis là, Oui. je suis là. Et je Oui, peux oui. vous donner quelques milliers de personnes qui sont comme moi. Donc, Oui. ça, déjà, c'est faux. Bah, en Et fait, oui. voilà, les carences, c'est la même chose. Quelles carences? Alors, oui, dans la documentation clinique, on regarde certains régimes cétogènes extrêmes qui ont été faits dans les années 20 pour l'épilepsie, qui étaient totalement déséquilibrés, en particulier chez l'enfant. Comme ils étaient mal formulés, ils ont engendré des carences. Mais et ça, c'était il y a un siècle. Il faut se mettre un peu à jour quand même. Et ils ne le font pas. Et donc, partout, ces gens ont ça en tête. Et après, c'est très difficile d'en sortir. C'est-à-dire, une fois que tu as ça en tête, tu l'as évacué. Non, c'est du charlatanisme. Non, ça marche pas. Non, c'est difficile. Non, c'est carencé. Et tu reviens pas. Donc, tu as été soumis à la même désinformation finalement. Oui, exactement. C'est pour ça que moi, alors au travail, c'est vu parce que là, après le régime cétogène, j'ai perdu du poids. Donc les gens me disent, ah oui, ça fonctionne. Mais quand les gens me demandent des informations sur le régime cétogène, je leur dis, bah, allez voir le site Eat Fat to Be Fit. Là, vous avez le fondateur qui s'appelle Ulrich Génisson et qui vraiment, lui, il a étudié toutes les études sur le régime. Il est en cétose nutritionnelle depuis 2013. Et comme quoi, vraiment, ça fonctionne. Parce que si on va chercher sur Internet, on va tout de suite trouver quelques lignes qui vont nous résumer ce qu'on disait tout à l'heure, qu'au bout de quelques mois, on est obligé de sortir de ce régime-là parce que on va être trop carencé. Et donc, toi, pour remonter, tu l'as commencé à peu près à quelle année? En quelle année? Là, Alors là, moi, j'ai commencé cette année le 6 janvier. le 6 Alors, janvier, j'ai donc ça fait commencé, un an. Ouais. voilà, ça fait 10 mois exactement. Et en fait, j'en ai parlé à ma sœur qui habite vers Toulouse, donc c'est 800 km de chez moi. Et à hasard, elle venait commencer ce régime depuis 3 mois. Mhm. Donc en fait, non, on ne s'était pas vu parce que vu la distance, on ne se voit pas souvent. Et elle m'a dit, et c'est elle qui m'a donné justement les références de ton site. Et c'est de là que j'ai commencé à regarder les portraits keto. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable tous les bénéfices qu'ont les gens
à écouter vraiment toutes ces histoires avec tous les bénéfices, ça m'a vraiment donné envie de commencer ce régime. Et moi, quand j'ai une idée en tête, ça fait pas 3 fois le tour. Donc, en fait, j'ai commencé très rapidement. Au Mhm. bout de quelques jours, je me suis mis dedans. Je n'avais pas tout lu sur le régime, mais j'en avais bien compris les principes Mhm. et j'avais bien compris la liste des aliments autorisés et interdits, hein, globalement. Donc, je me suis mis de suite là-dedans, en fait, à plus manger de sucre rapide, ni de féculents. Alors, les féculents, ça va pas trop manquer parce que déjà, depuis un moment, je trouvais que ça n'avait pas trop de goût, en fait. Je me disais, en fait, le riz, les pâtes, bon, ça n'a pas trop de goût. Ça ne me manquait pas plus que ça. Les légumes, j'en mangeais parce que je pensais que c'était bon, que ça contenait des fibres, que c'était bon pour le transit. En fait, maintenant, j'ai arrêté quelques mois après le début du régime cétogène. Je me suis aperçue qu'en fait, ça n'apportait plus rien, hein, en lisant plein d'articles aussi. Voilà, vu maintenant la manière de cultiver les légumes, tous les produits qu'on met dessus, une fois que ça arrive dans l'assiette, ça contient plus grand-chose de nutritif. Mhm. Moi, j'en mangeais parce que je pensais que c'était bon. Vu que maintenant, je pense que ça n'apporte rien, je les ai supprimés complètement de mon alimentation, sauf les tomates de temps en temps. Quand je trouve de bonnes tomates, j'aime bien de temps en temps en prendre. Mais ce sont les seuls légumes que je mange. Et comme je pensais que c'était bon pour le transit aussi, parce que moi, j'ai toujours été constipée depuis tout temps. Je n'ai même Mhm. pas idée de quand ça a commencé. Et depuis que je suis en régime cétogène, je ne suis plus du tout constipée. Donc, comme quoi, les fibres, ça ne servait pas à grand-chose. Enfin, en tout Rien. cas, il ne devait pas y avoir beaucoup de fibres dans les légumes, puisque maintenant que je suis en carnivore, j'ai un transit qui fonctionne normalement. Mhm. Non, c'est clair que j'ai pas voulu tirer à boulet rouge sur les fibres parce que j'ai pas voulu non plus me mettre à dos tous les gastro-entérologues, etc. Mais quand on regarde un petit peu la science, quand on regarde les retours des gens qui sont en particulier dans un régime sans résidus, donc en carnivore, tous les problèmes s'en vont. Une étude qui est remarquable, que je cite souvent, ils ont voulu, par exemple, pour des pathologies intestinales type Crohn, rectocolique hémorragique, IBS, etc., faire un test pour voir ce qui se passait avec un groupe témoin sans fibres. Et en fait, donc ils voulaient. L'idée de cette étude, c'était de mettre en avant les bienfaits des fibres. Mais ils se sont aperçus que le groupe témoin sans fibres, ben, il n'avait plus aucun symptôme. Alors que tous ceux qui avaient des fibres dans leur régime, ils avaient conservé tous les symptômes. Donc c'est bien la preuve qu'aujourd'hui, on est encore arc-bouté sur des principes qui sont faux. Les 30 grammes de fibres par jour minimum, etc., pour un bon transit, c'est du bullshit total. Et on voit très bien des gens qui sont depuis 10, 15, 20 ans, 25 ans avec des problèmes d'intestin, des constipations chroniques, etc. Quand ils arrivent sur un régime carnivore, tous les problèmes disparaissent. Donc, voilà. Par contre, importance du sel, en particulier, enfin, tous les minéraux sont importants en équilibre, sodium, potassium, magnésium, calcium, mais le sodium particulièrement. Et j'imagine que toi-même, tu as dû réajuster ça parce que tu parlais tout à l'heure de la rétention d'eau, régime Oui, hyposodé, etc. exactement. Et c'est Oui, intéressant oui. de le mettre en Alors lien là, avec le justement, transit. ça a été un plaisir pour moi, ce régime cétogène, parce que j'ai pu manger des choses goûteuses dès le Mhm. départ. Dès le départ, j'ai compris qu'il y avait des pertes de sodium et Mhm. qu'il fallait que je mange déjà beaucoup plus salé qu'une personne en régime normal. Donc, en fait, là, je me suis remis à saler la viande, à manger des sauces. Donc, pour moi, c'est l'idéal, quoi. Et avec ce sel, comment J'adore ça cette s'est passé alimentation. sur ta rétention d'eau? Comment ça s'est passé avec cet apport de Ah, sel bah alors, supplémentaire? j'ai perdu toute ma rétention d'eau. Ah, Donc, mais tu es en incroyable. train de me dire, Donc, si je résume, que tu as oui, été chez un médecin avec des problèmes de voilà. rétention d'eau. Le médecin t'a Oui, dit attention au sel et mettez des oui, bas et puis des chaussettes plus grandes parce que ça fait bon. Tout d'un coup, tu et voilà. t'intéresses au régime cétogène de ton propre chef. Au lieu Oui, de descendre ta consommation de sel, tu l'augmentes et oui, tes problèmes de rétention d'eau disparaissent. J'ai bien résumé? exactement. Petit à petit, exactement, c'est bien résumé. Petit à petit, bah, puisque j'avais mesuré mes centimètres de tour de cuisse, petit à petit, bah, je passais de plus 9 centimètres, plus 7 centimètres, plus 5 centimètres et zéro. Je suis revenue peut-être même un centimètre de moins que je faisais avant. Mais tout est parti. Je n'ai plus le visage bouffi. D'ailleurs, ça se voit. On ne voit pas comment j'étais avant, mais j'avais vraiment le visage bouffi, là, un visage rond. J'avais jamais été comme ça. Mes bagues, elles coulissent. Je peux les enlever et les remettre sans problème. Non, non, j'ai vraiment perdu toute ma rétention d'eau avec ce régime cétogène.
Et c'est de là que, d'ailleurs, ça a été un des premiers effets. Et je me suis dit, rien que pour ça, je ne reviendrai pas en régime glucidique. Après, j'ai appris tous les autres bienfaits. Effectivement, pour la prévention du diabète, la maladie d'Alzheimer, plein d'autres pathologies, plein d'autres bénéfices, et notamment pour le sport, puisque j'en viens à ça. Je disais que moi, j'étais très sportive. Du tennis, je peux en faire des fois tous les jours, 3-4 fois par semaine. Je fais des compétitions. Et quand j'ai commencé le tennis quand même assez tard, à 40 ans, et vers 45 ans, à chaque fois que j'arrivais au deuxième set d'un match, je n'avais plus de jambes. C'est-à-dire que là, je sentais que mes jambes, elles n'avaient plus de force. Et c'était compliqué de finir le set parce que je sentais que j'avais plus d'énergie. Alors, je faisais comme tout le monde, je prenais une barre enrichie en glucides, bien sûr, ou alors une boisson sport. Voilà, comme c'est bien connu, toutes les personnes pensent qu'il faut se donner un petit peps de glucides pour pouvoir continuer, mais ça changeait strictement rien. Ensuite, j'avais essayé une préparation en mangeant 2 heures avant un match un peu de féculents, et que ça. En fait, je me disais, là, j'ai pas de sucre rapide, donc ça va me permettre de tenir tout le match. Et bon, il y avait une petite amélioration, mais sans plus. Voilà. Et là, en régime cétogène, mais c'est le bonheur, quoi. C'est-à-dire que là, que j'ai mangé ou que je n'ai pas mangé, ça ne change strictement rien. D'ailleurs, pour optimiser la perte de graisse, souvent, je vais faire du sport à jeun. Et donc, j'ai aucune difficulté à tenir un set, 2 sets, 3 sets, même sur 2 matchs. J'ai une récupération incroyable. Alors qu'avant, dès que j'avais fini un match, le quart d'heure que je mettais à rentrer chez moi, entre le moment où je m'asseyais dans la voiture et j'arrivais chez moi, je sortais de la voiture, j'étais déjà cassée de partout. J'avais mal aux genoux, j'avais mal au dos. Il fallait 2 jours pour m'en remettre, à tel point que je me disais, mais quand je m'inscris à une compétition, comment je vais faire? Parce que si on me propose de rejouer le lendemain, je ne vais pas pouvoir rejouer, ça va être compliqué. Donc, j'étais obligée d'espacer mes matchs pour que ça fonctionne. Et là, en régime cétogène, une fois que j'ai bien été céto-adaptée, parce que ça n'a pas toujours été le cas dès le départ, il y a une phase, il y a eu la céto-adaptation qui est arrivée, parce que j'ai commencé le régime le 6 janvier. En mars, j'ai commencé à avoir des corps cétoniques. Et on va dire que la fat adaptation est arrivée 3 à 4 mois plus tard. Parce que quand je faisais du sport, j'ai commencé à être essoufflée et ensuite, j'avais plus du tout d'énergie. Donc là, je pense que mon corps, n'ayant plus de glucides et mon corps ne sachant pas utiliser les graisses, là, il n'y avait pas du tout d'énergie. J'étais complètement à plat. Et après, je voyais que petit à petit, j'arrivais à faire plus de sport et que mon corps arrivait à avoir de l'énergie. Et maintenant, j'ai de l'énergie tout le temps, en fait. Je commence le sport, je peux faire… Alors, j'ai l'impression de pouvoir faire 10 heures d'affilée. Et je me suis inscrite à une compétition il n'y a pas très longtemps où j'ai fait 2 matchs de 3 heures dans la même après-midi. Et bien, zéro, aucune courbature, aucun essoufflement, aucune courbature, aucun mal de dos, aucun mal de joue, une récupération incroyable. J'ai fait ça sur 2 jours. Et là, je me suis dit, c'est quand même un petit peu exagéré, 2 jours. J'ai fait que des matchs qui ont duré très longtemps. Je me suis dit, là, je suis sûre que le lendemain, je vais avoir des effets. Eh bien non, rien du tout. Et donc là, je suis vraiment satisfaite encore de ce bénéfice que m'a apporté le régime cétogène par rapport à la récupération physique après le sport. Tu peux, mais je suis persuadé que si tu te parlais à toi-même il y a 5 ans avant, tu ne te serais pas cru. C'est-à-dire autant de bienfaits, que ce soit sur la rétention d'eau, la stabilité énergétique, etc. Je pense que tu aurais du mal, même en tant que professionnel de la santé, à croire ça. Ah oui, non, je ne l'aurais pas cru. Parce que moi, étant effectivement professionnelle de la santé, je croyais dur comme fer en ce que j'avais appris à l'école d'infirmière. Pour moi, c'était les médecins qui avaient la bonne parole, les traitements médicaux. D'ailleurs, toutes les médecines parallèles, moi, je faisais abstraction de ça parce que je me disais, ça ne sert à rien, que ce soit l'ostéopathie, que ce soit l'acupuncture, que ce soit les régimes, autre chose. Pour moi, la réflexologie, enfin, pour moi, c'était des choses qui menaient à rien. Et maintenant, je pense exactement l'inverse. Je pense qu'effectivement, il y a des choses à prendre un petit peu sur toutes ces techniques.
ces techniques-là qui sont complémentaires et qui peuvent apporter beaucoup. D'ailleurs, à un moment donné, je m'étais axée sur la réflexologie plantaire. Et là, le régime-là, jamais j'aurais pensé qu'effectivement, j'aurais eu un bénéfice comme ça il y a 5 ans de ça. Alors, moi, je ne voyais que dans les traitements médicamenteux. En plus, moi, je voyais qu'il n'y a qu'un bénéfice là-dedans. Ce qui m'énerve beaucoup, c'est qu'on a énormément de sciences publiées sur le sujet. Donc, quiconque, en tant que médecin ou professionnel de la santé, veut s'intéresser aux bienfaits du régime cétogène, il n'a pas besoin d'attendre de nouvelles publications. Il y en a déjà plus de 6000 à disposition. Et quand on voit, par exemple, des choses simples, je ne sais pas, tu parlais de traumatologie, orthopédie tout à l'heure, quand on prend le rôle des corps cétoniques, par exemple, pour tous les traumas crâniens, on a 25 ans de recul. C'est-à-dire que toute personne qui a un problème au rachis, qui a un problème de trauma crânien, les corps cétoniques devraient être considérés. Et aujourd'hui, les orthopédistes ne sont même pas au courant. J'ai interviewé mon ami Jonathan Edwards, qui est médecin réanimateur. Maintenant, il est en Floride, mais avant, il était à Las Vegas. Et m'expliquait qu'ils ont injecté en intraveineuse du bêta-hydroxybutyrate pour des traumas crâniens il y a 25 ans déjà. Aujourd'hui, moi, j'ai déjà échangé récemment avec des orthopédistes. Ils connaissent pas le sujet en France. Voilà. Donc, il y a un retard phénoménal. Et le problème, c'est qu'en France, on a une tradition de balayer tout ce qu'on ne connaît pas comme ça, qui vient de l'étranger, qui est un peu nouveau, etc. Même, tous les jours, j'ai des gens qui m'écrivent et qui me disent « Je suis atteint de telle pathologie. Est-ce que vous avez des études sur ça ?» Tous les jours. Alors, il y a des gens qui sont vraiment dans la détresse. Je leur donne les fichiers PDF à imprimer. Donc, c'est des études, revues au pair, enfin, ce qui est plus sérieux. Et j'ai quasiment arrêté de le faire parce que 9 fois sur 10, le médecin au bout, il ne prend même pas l'étude pour la lire. Donc, c'est vraiment cette volonté de rester dans l'ignorance et de ne pas savoir. Tu parlais tout à l'heure… Parce que les études de médecine, les médecins ont l'impression d'avoir de la science infuse, en fait. Ils ont l'impression de tout savoir et ils n'aiment surtout pas qu'on leur dise qu'il y a des sciences qui viennent d'ailleurs. En fait, pour eux, ils ont la science infuse. Donc, ils n'ont pas besoin d'aller chercher ailleurs. Et moi, mon médecin généraliste, je suis allée le voir il n'y a pas très longtemps parce que je n'ai jamais fait d'analyse. En fait, je n'ai jamais fait d'analyse depuis que je suis en régime cétogène. Et je lui ai demandé une prescription. Je lui ai dit, voilà, moi, je suis en régime cétogène et j'ai besoin de faire des analyses pour voir où en sont mon taux de cholestérol, ma glycémie à jeun, tout ça, tous les électrolytes, tout ça. Il m'a dit, moi, je ne connais pas le régime cétogène. On ne l'apprend pas à l'école de médecine. Voilà. Il a été clair, il a été honnête. Et c'est vrai que… Du coup, moi, je te le dis clairement, il est incompétent, mais vraiment, je le dis avec beaucoup d'humilité, il est incompétent pour interpréter ton analyse. Pourquoi ? Parce que ton analyse, en fait, toutes les normes de laboratoire et tout ce qu'il a l'habitude de voir, c'est pour des gens qui ont un régime riche en glucides. Oui, ça je sais. Et il est incompétent parce qu'il n'a jamais vu la moindre analyse de quelqu'un qui est en bonne santé dans un régime cétogène. Il ne peut pas comparer. Il n'a pas d'éléments de comparaison. Voilà. Oui, c'est clair. Oui, s'il voit que j'ai un taux de cholestérol élevé, il va me dire « Ouh là là !» alors que, en fait, c'est pas important. Ben, tu sais, je sais que c'est pas important d'avoir un taux de cholestérol trop élevé. Ben, et en plus, c'est même l'inverse, puisqu'apparemment, c'est les personnes qui ont les taux de cholestérol les plus bas qui développent des maladies cardiovasculaires. Alors, ça, je l'ai dit dans Bonjour Keto pour vraiment alerter. D'ailleurs, c'est une personne de ton service aujourd'hui maintenant en gérontologie, un gérontologue français qui, en 1986, dit c'est quand même bizarre parce que tous les patients que j'ai qui ont un cholestérol très bas meurent et tous ceux qui ont un cholestérol élevé ne meurent pas. Donc, il y a un problème. Et il fait une étude et il publie. Bon, depuis, on en a eu beaucoup d'autres, mais même si on ne parle pas de régime cétogène, les grandes études qui ont été faites, quand je dis des grandes études, c'est par exemple des pays qui ont accès à des millions de dossiers médicaux. Je pense par exemple au Danemark ou je pense à la Corée du Sud, où la Corée du Sud, par exemple, sur le cholestérol, on prend 7 millions de personnes quand même. C'est pas rien. La cohorte, elle est énorme. C'est 7 millions de personnes. Et là, statistiquement, on se rend compte de quoi ? 85% des gens qui meurent de pathologies cardiovasculaires ont un cholestérol total dans la norme. Ça devrait juste être l'inverse. Ça devrait être linéaire, c'est-à-dire plus le cholestérol devrait être élevé et plus les gens devraient mourir de pathologies cardiovasculaires. Statistiquement, on se rend compte que c'est l'inverse. Et en plus, je parle que de pathologies cardiovasculaires, mais on pourrait parler de pathologies neurodégénératives. On voit évidemment que plus le cholestérol est bas et plus on a un vrai problème d'Alzheimer, par exemple.
Le porte-étendard du problème, c'est le chef de la Maison-Blanche encore actuellement, Joe Biden, qui a un cholestérol tellement bas qu'on n'arrive même pas à le compter parce qu'il prend des statines et on voit son état de démence déjà bien avancé. Donc, concrètement, quand on vous dit prendre des statines, descendre le cholestérol, je le dis clairement, pour moi, c'est un crime. C'est un crime. Il n'y a aucune étude dans les grands essais, 13 grands essais qui ont été faits depuis 25 ans, qui ont mis en évidence que prendre une statine, réduire son cholestérol, permettait de prévenir des pathologies cardiovasculaires. Ça, c'est du charlatanisme. Et tu as 7 millions de Français qui en prennent tous les jours. Est-ce que ce n'est pas un scandale? J'ai même vu un professeur de médecine faire une conférence, et il faudra que je retrouve la vidéo, c'était même passé à la télé. Il voulait faire prendre des statines en préventif à des enfants. C'est criminel. Ah oui, en préventif. D'accord. C'est criminel. Oui, non, mais en fait, mais aussi, voilà, les gens sont sous-informés. C'est comme les ratios glucides, lipides, protéines. On entend depuis des années un taux incroyable, 55% de glucides. Et c'est énorme, quoi. Oui. Et alors que, en fait, c'est pas des normes pour être en bonne santé, en fait. C'est des normes qui ont été faites. Alors, moi, je le dis clairement, j'ai pas de problème, je suis totalement libre, j'ai pas de conflit d'intérêt. C'est des normes qui ont été faites pour nous rendre gros, c'est-à-dire consommer beaucoup de mauvaise nourriture produite par l'industrie agroalimentaire, puis après, malades, pour nous faire acheter des médicaments. On peut remonter dans les années 60, les premières directives nutritionnelles, la science frelatée, des gens qui ont été corrompus. Par exemple, il y a une équipe d'Harvard qui a été financée par l'industrie du sucre pour accuser les graisses des problèmes de santé alors que ça venait du sucre. Ça remonte dans les années 60. Je suis très optimiste sur la nouvelle équipe de Trump qui va arriver avec Kennedy, peut-être Nate Scholz qui va rentrer dans l'histoire pour transformer les directives nutritionnelles américaines, parce qu'on sait que l'épicentre de tous les problèmes mondiaux viennent des États-Unis. En fait, les États-Unis font n'importe quoi, il y a de la corruption, et après, c'est repris dans le monde entier. Donc, si en France, on mange 55% de glucides, c'est parce qu'il y a eu de la corruption aux États-Unis. J'espère que cette nouvelle équipe va vraiment avoir les moyens de changer les choses, parce que ça devient vraiment un tsunami sanitaire. C'est catastrophique. Obésité, hypertension, stéatose hépatique, diabète de type 2, ça devient catastrophique. Voilà, donc j'espère que ça va changer, mais bon, il y a du travail. Voilà. Alors, pour parler aussi des bénéfices du régime cétogène, j'ai remarqué aussi la stabilité de l'humeur. C'est-à-dire que, bon, moi, je n'étais pas une personne à avoir quand même souvent des hauts et des bas, mais quand même, de temps en temps, c'est mon mari qui me le faisait remarquer. Il me disait, oh, ça va pas. Et moi, je me disais, si, ça va. Enfin, moi, je ne m'en rendais pas forcément compte. Mais j'avais une humeur un petit peu triste. Voilà, je parlais un petit peu moins. Vous voyez, comme on dit, être un peu dans le bad. Voilà, j'étais dans le bad, mais sans m'en rendre compte. Et ça arrivait quand même assez régulièrement. Et je vois que depuis que je suis en régime cétogène, j'ai vraiment une stabilité de l'humeur. Donc, ça fait partie voilà, des bénéfices. Donc, il y a eu la perte de poids. La perte de poids, j'ai reperdu vraiment tous les kilos que j'avais pris dû à la ménopause. Et moi, je me dis en même temps, c'est un message aussi pour les personnes qui ont peu de poids à perdre. Parce que moi, j'ai toujours été mince, comme j'ai dit depuis le départ. Et c'est vrai que quand on est mince, on se dit, bon, quand une personne elle est en surpoids, quand elle a 30-40 kilos à perdre, on se dit, les premiers kilos à perdre, c'est facile, mais les derniers, c'est plus compliqué. Donc, on se dit, quand on n'a que les derniers à perdre, quand on n'a que 3 kilos, et ben là, c'est plus compliqué. Et là, bon, moi, j'en avais pris un petit peu plus avec la ménopause. Mais je me disais, bon, moi, comme j'ai toujours été mince, je me disais, bon, les personnes qui prennent du poids à la ménopause, c'est celles qui mangent n'importe comment, et qui ne font pas attention et tout. Je savais qu'il y avait des changements hormonaux, mais quand même, je ne m'enlevais pas de la tête le fait qu'une personne qui a toujours été mince, elle puisse prendre du poids comme ça, juste avec la ménopause. Je me disais, moi, je vais faire attention et ça ne va pas m'arriver. Eh bien non, ça n'a pas fonctionné pour moi. Le dérèglement hormonal a fait que voilà, j'ai pris ce poids-là. Et je me dis, c'est un message d'espoir aussi pour les personnes qui ont été minces, qui se disent, il n'y a que les personnes obèses qui peuvent perdre facilement. Eh ben non, on peut aussi perdre, même si on avait tendance à ne pas prendre facilement de poids.
Et avec un dérèglement hormonal, voilà, j'ai pris du poids, mais on peut perdre quand même. Mais le régime cétogène Avec le pour la régime perte de poids, cétogène. c'est juste fantastique pour moi, parce que quand je vois tout un tas de vrais scandales, tu vois, aux États-Unis, il y a une vraie mode avec ces agonistes du GLP-1, genre Oui. Wegovy, etc. Là, c'est un raz-de-marée. Les gens, ils abandonnent toute recherche de perte de poids par un régime alimentaire. Ils se disent, bah, c'est génial, je me pique avec ça 2 fois par mois et je Oui. perds 40 kilos dans l'année. Sauf qu'il y a un vrai tsunami, un vrai scandale qui va arriver. Encore une étude qui a été publiée il n'y a pas longtemps. 40 à 50% du poids perdu, c'est de la masse musculaire. Ok, les gens ils disent bah, je vais sacrifier mes muscles, c'est pas grave. Mais un des problèmes importants, le cœur, c'est un muscle. Et on s'est rendu compte qu'en fait, tu avais une partie de la masse musculaire du cœur qui était perdue. On va avoir des insuffisances cardiaques dans les prochaines années avec ça. C'est un scandale. Donc, le régime cétogène, pour moi, c'est vraiment la clé pour retrouver une santé durable. Comme tu l'as dit, oui, c'est pas un régime temporaire, c'est pour toujours. C'est facile, c'est durable. On peut l'ajuster comme on veut. Il y en a, ils vont arriver avec une approche omnivore, beaucoup de légumes. D'autres, ils vont arriver avec beaucoup plus de viande, beaucoup moins de légumes. Tout ça, on peut en discuter. Mais au final, on se retrouve à avoir une hypertension qui disparaît, une glycémie normalisée, plus de sautes d'humeur, comme tu l'as dit, rétention d'eau, etc. Mais la perte de poids, c'est tellement facile. Le seul frein que tu as sur la perte de poids en régime cétogène, c'est quand les gens ils ont des problèmes de thyroïde. Quand tu as une hypothyroïdie, mais de toute façon, quoi qu'ils mangent, quoi qu'ils fassent, il y a un problème pour perdre du poids parce que le métabolisme de base est au ralenti. Donc, je l'ai dit partout, quand il y a un problème thyroïdien, il faut le traiter d'abord. Donc, voir ce qu'on peut faire au niveau soit des micronutriments, soit éventuellement avec des hormones thyroïdiennes de remplacement, que ce soit synthétique ou naturel. Mais il faut faire quelque chose au niveau de la thyroïde avant de chercher à perdre du poids parce que sinon, là, c'est la catastrophe. Vous allez vous affamer et vous n'allez pas perdre de poids. Et donc, du coup, vous allez tout lâcher. Mais en dehors du problème thyroïdien, c'est facile. Bah, c'est ce que j'ai fait il y a quelques années de ça, quand je voulais perdre quelques kilos. Je me mettais en famine, mais sans le savoir. En fait, je faisais des régimes hypocaloriques, puisque au départ, on pense que c'est la calorie qui compte. Et donc, j'étais arrivée, mais vraiment à un état vraiment squelettique, quoi. C'est-à-dire que j'avais perdu 4 kilos, mais j'avais perdu que de la masse maigre. Et là, en fait, quand j'ai commencé le régime cétogène, donc j'ai pas pris de poids, mais j'ai vu quand même, c'est pour ça que j'ai mis 3 mois à voir la perte de poids sur la balance, c'est que quand même, il a fallu que mon corps se reconstruise et que je récupère plus de muscles et que je perde la masse grasse en même temps. Voilà, donc il y a toute une période où je me disais, tiens, je ne perds pas de poids, mais j'ai l'impression d'être mieux dans mes vêtements. Voilà, et donc ça a commencé comme ça, et j'avais un doute quand même sur les bénéfices du régime cétogène, ne voyant pas vraiment de résultats sur la balance, mais je me disais, je vais quand même continuer. Puis comme je voyais tous ces portraits keto avec tous les bénéfices, je me disais, bon, c'est pas pour rien qu'il y a tous ces bénéfices quand même, il faut quand même tenir sur un temps plus important. Et ce qui me faisait dire que ça marchait, c'est vraiment que je voyais que j'étais plus à l'aise dans mes vêtements, même si ça ne se voyait pas sur la balance. Donc, j'ai eu vraiment une refonte de mon corps avec vraiment une augmentation du métabolisme de base, puisque maintenant, je peux manger, alors je ne compte pas les calories, bien sûr, mais si je devais compter, je serais à, je ne sais pas, 3000 calories. Mais parce que moi, je mange énormément de fromage, je mange des viandes en sauce, je mange des rillettes. Les rillettes, je les avais bannies de mon alimentation depuis 30 ans, quoi. Je mangeais jamais quelque chose de gras. Je prenais que des choses allégées en gras. Je pensais que c'était meilleur. Alors qu'en fait, non, c'est l'inverse. Plus allégé en gras, plus enrichi en sucre. Donc maintenant, je ne prends surtout pas de plats allégés en gras. D'ailleurs, je ne prends pas de plats tout prêts. Mais c'est super important ce que tu dis, parce que cette histoire de calories et de métabolisme de base, c'est toujours pas compris. Y compris chez les professionnels de santé, bien sûr. Beaucoup de gens, j'arrête pas de le dire, mais je vais le répéter une dernière fois. Si on vous vend une formule magique pour vous dire, madame, votre métabolisme de base, c'est 1600 kilocalories par jour, et pour perdre de poids, vous devez faire un déficit de 300 et passer à 1300, c'est une arnaque. C'est un mensonge. Parce que ce que vous allez faire, c'est réduire à la baisse votre métabolisme de base jusqu'à 1300. Vous allez perdre du poids pendant un mois. Au bout d'un mois, ça va s'arrêter.
vous allez craquer, vous allez reprendre et votre métabolisme de base va toujours être à 1300 et vous allez reprendre plus que ce que vous avez perdu. Tout le monde l'a expérimenté. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'avec un régime cétogène bien formulé, un apport suffisant de protéines, pas de sensation de famine, etc., on peut monter, comme tu l'as dit toi-même, un métabolisme de base peut-être à 3000 kilocalories et avoir un poids stable. Donc, peut-être qu'il y a un an, tu avais un métabolisme de base à 2000 et que maintenant, tu as peut-être un métabolisme de base à 3000. Donc, il n'y a pas que ce qu'il y a dans l'assiette, il y a aussi ce que vous allez dépenser. Et ce métabolisme de base, il est variable. Voilà. Et le régime cétogène permet vraiment de perdre du poids durablement, de retrouver un poids de santé sans frustration, sans faim, sans famine, sans baisse du métabolisme de base. Ça, c'est à la fin aussi, j'ai expérimenté, parce que, comme le disent bien d'autres personnes aussi, la sensation de satiété, on ne la connaît pas quand on est en régime glucidique. Et moi, je l'ai vraiment découverte en régime cétogène. Surtout au départ, maintenant, un petit peu moins, mais quand même, je la ressens. Quand je mange que des protéines, mais je n'ai pas faim du tout. J'ai l'impression que je peux tenir 24 heures sans manger. Voilà. Par contre, c'est vrai que là, j'ai eu des périodes où j'ai été vraiment stricte. C'est-à-dire je mangeais des protéines et de la matière grasse. Et puis d'autres périodes où je me suis dit, tiens, je vais essayer de manger un petit peu de glucides pour voir ce que ça donne. Et donc, globalement, en régime cétogène, au départ, je me suis dit, pour vraiment être bien céto-adapté, il faut que je sois entre 0 et 20. Donc là, j'avais vraiment bien tenu pendant les 6 premiers mois en étant entre 0 et 20 de glucides par jour. Et puis après, j'ai eu envie de remanger des choses. Je me suis dit, tiens, je vais essayer d'être à 30, à 40 pour voir ce que ça donne. Et puis, je ne voyais pas de différence sur la perte de poids. Donc, je me suis dit, bon, je vais m'autoriser ça. Et là, dernièrement, j'avais repris un petit peu de poids. Donc, je me suis dit, bon, peut-être qu'au final, il vaut mieux que je revienne plus sur 20. Donc là, je suis repartie sur 20. Mais en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je mange que des protéines avec de la matière grasse, je n'ai pas du tout faim. Par contre, dès que je vais mettre une petite source de glucides, la faim va venir plus rapidement. Voilà. Et c'est ça que je remarque. Dès qu'on est, même si c'est peu de glucides, il y a quand même une différence. Voilà. Donc, si je sais que ça m'arrivait à une certaine période, je faisais un repas par jour, là, je mangeais que des protéines et de la matière grasse. Par contre, je sais que si je vais rajouter une petite dose de glucides dans le repas, je ne vais pas forcément tenir 24 heures. Là, en ce moment, je suis plus sur 2 repas par jour. Le matin, je n'ai jamais été habituée à manger le matin. Dès petite, j'ai toujours été speed le matin, me préparer en vitesse, pas le temps de prendre un petit déjeuner. J'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai essayé à un moment donné de me dire que c'était mieux de manger le matin plutôt que le soir, mais j'y arrive pas. Concrètement, je reste sur ma formule de base. Donc, je mange le midi et le soir, ou que le soir, ça dépend. Voilà. Et alors, globalement, comment se déroule ton régime cétogène? Qu'est-ce que tu manges? On pourra peut-être en parler un petit peu. Alors, qu'est-ce que je mange? Au début, alors, tu étais je mange 2 repas par jour, puis après, tu es parti sur 2. Mais essaie de nous raconter un petit peu toute l'évolution. Au début, tu disais que tu mangeais un peu de légumes, et après, tu les as retirés. Donc, voilà. Alors, au départ, je faisais un repas un peu classique, entrée, plat, sauf que j'avais supprimé le dessert, puisque sans dessert glucidique, je ne vois pas ce que j'aurais mangé. Alors, c'est vrai que dans le livre, je n'ai pas acheté de suite, j'ai dû acheter 2-3 mois après. Il y a plein de recettes, mais moi, je ne suis pas une adepte de la cuisine et c'est vrai que pour moi, c'est fastidieux. Donc, je fais les choses les plus simples. Pour moi, les repas, c'est très basique. C'est-à-dire, ça va être un steak haché avec une sauce au poivre ou de la crème fraîche. Alors, j'ai un petit peu de mal avec le beurre parce que le beurre, j'ai mis beaucoup de beurre sur du pain. Et maintenant que je consomme plus du pain, je ne vois pas dans quoi je vais mettre le beurre. Ou je mettais le beurre dans les féculents ou dans les légumes. Et maintenant, je ne mange plus de féculents et de légumes. Donc, au départ, c'était une viande. Au départ, j'avais gardé les légumes. Donc, une petite quantité, toujours pour ne pas dépasser mes 20 grammes de glucides par jour. Et essentiellement, mon apport en glucidique était avec les légumes, puisque je ne mangeais pas de gâteau, je ne mangeais pas d'autres sources de glucides. Et puis, donc, ça pouvait être une viande, ça peut être du poisson, ça peut être des œufs. Voilà, n'importe quelle viande, moi j'aime tout. Enfin, sauf les abats, parce que j'ai un peu de mal avec les abats. Mais sinon, tout type de viande. Voilà, mais je mange quand même pas mal de viande rouge. Voilà, j'aime bien la viande rouge. Et puis, si je mange du poulet, comme je sais que c'est pas très gras, donc voilà, ou je mange la peau, ou je mange avec ou je complète avec des rillettes ou de la charcuterie. Voilà, moi j'aime beaucoup la charcuterie, de la mortadelle.
Le saucisson. Alors, je fais une consommation astronomique de saucisson et de fromage. Voilà. Alors, ce que je ne faisais pas au départ, c'est que je me suis un petit peu écartée de ma chronologie là. Au départ, j'étais sur un repas viande, légumes, avec un petit peu de matière grasse, mais je pense que j'en consommais pas assez. D'ailleurs, c'est peut-être que pour ça que j'ai pas eu de corps cétonique de suite. Hein. J'en sais rien, mais en tout cas, je pense que, en tout cas, par rapport à ce que je consomme actuellement, Ouais, c'est très possible. parce que en fait, moi, je comptais les glucides, parce que je trouvais ça déjà fastidieux de compter. Donc déjà, ça me prenait du temps de compter les glucides. Je comptais pas trop les protéines et la matière grasse encore moins. Après, je me suis mis à compter les protéines. Et après, j'ai appris, parce que j'ai appris au fil du temps, hein, j'ai appris qu'il fallait consommer autant de protéines que de matière grasse. Voilà. Donc, après, je me suis mis à essayer de calculer un peu la matière grasse et je me suis dit, bah, j'en consomme pas assez au final. Donc, maintenant, j'en consomme plus. Donc, je suis passée d'un régime où j'avais une viande avec des légumes, où après, j'ai rajouté un petit peu plus de matière grasse. Après, j'ai rajouté un petit peu plus de charcuterie. Voilà. Et ensuite, après, j'ai supprimé les légumes. Là, je ne voyais plus d'intérêt et que le goût des légumes ne me plaisait pas particulièrement, à part les tomates. Quand je vais en Aveyron, parce qu'en Île-de-France, les tomates, elles n'ont pas de goût. En Aveyron, tout a un bon goût, à la fois la viande et à la fois les tomates. Donc là, cet été, j'ai mangé des tomates tous les jours. Je me suis fait plaisir. Et en même temps, les tomates, bon, vu la quantité de glucides aux 100 grammes, bon, on peut se permettre d'en manger, même en étant à 20 grammes de glucides par jour. C'est compatible avec le régime cétogène. C'est ce que je disais toujours, il n'y a rien d'interdit au régime cétogène, même si on a fait il n'y a rien d'interdit. ingrédients là pour simplifier les choses. Je rappelle que le régime cétogène, ce n'est pas une dérive sectaire ou une religion. Il n'y a rien d'interdit au régime cétogène. Même le sucre, même les pâtes, même la pomme de terre. Si vous mangez 10 grammes de pâtes ou 5 grammes de sucre, ça ne va rien changer. Donc, le problème, en fait, c'est qu'on élimine des choses. Les tomates, souvent, les gens l'été les mangent en saladier. En gros, ils mangent 1 kilo de tomates. Là, ça va poser un problème. Mais si vous avez 2 carottes dans un ragoût, si vous avez une tomate farcie que vous avez fait avec une chair bien grasse ou des choses comme ça, c'est pas la catastrophe. Voilà. Alors moi, c'est vrai que je ne me suis jamais rien interdit. Par contre, au départ, j'ai fait comme tout le monde. Je me suis dit, j'avais besoin de remplacer. C'est-à-dire que moi, comme je vous ai dit, j'avais un goût, j'aimais bien le goût sucré. J'ai essayé de remplacer le dessert. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais manger comme dessert? Et là, je me suis acheté des desserts keto. Voilà, qui faisaient, par exemple, j'avais des croissants, 4 grammes de glucides. Bon, ce n'était pas le croissant qu'on connaît, pur beurre et tout, mais bon, ça faisait 4 grammes de glucides, ça faisait l'affaire. Je me suis acheté des gâteaux keto. Pareil, toujours, tant que ça faisait 4-5 grammes de glucides, voilà, je prenais ça. Et puis, à un moment donné, je me suis tellement déshabituée du sucre que j'en voyais plus d'utilité. J'en ai plus besoin et je dirais que ça ne me manque pas particulièrement. Voilà. Alors, il y a des périodes où j'ai envie de manger un petit truc sucré. Et comme j'ai la flemme de faire des gâteaux cétogènes, des choses comme ça, le seul truc que je fais, c'est la pizza cétogène que j'ai trouvée dans le livre. Donc là, j'adore cette recette-là. Donc, toutes les semaines, je fais ma pizza cétogène. Ça me sert pour plusieurs jours. Voilà, jambon, fromage. Des fois, je fais tomates en choix. Et donc là, c'est à peu près la seule chose que je fais en cuisine. Parce que le reste, je vous dis, c'est vraiment des viandes. J'ai juste à faire cuire la viande à la poêle. C'est très simple, très basique. Et comme en plus, je n'ai pas besoin de faire cuire des féculents ou des légumes, bah, ça m'arrange parce que du coup, le repas est vite fait. Et que je mange du fromage. J'ai juste à couper le fromage. Ça arrive directement dans la bouche très rapidement. Et le saucisson, voilà, c'est la majorité de mes plats, c'est ça. Qu'est-ce que je disais? Il m'arrive de temps en temps d'acheter des paquets de gâteaux, mais pas du tout cétogènes. Mais du moment, alors je calcule que ça fait 5 grammes de glucides par gâteau, bah c'est bon, je le prends. Voilà, je calcule, je me dis, voilà, souvent c'est les gâteaux à noix de coco qui sont moins glucidiques, j'aime bien le goût. Et dernièrement, je me suis trouvé des yaourts, mais ce n'est pas tellement un bon plan de yaourt parce que je sens quand même un inconfort digestif. Je pense que c'est dû au lactose. Alors, j'en mange peu, mais j'en mange de temps en temps. J'ai trouvé des yaourts sport qui font 4 grammes de glucides pour 11 grammes de protéines. C'est des yaourts avec du lactose, avec du lait de vache. Ce n'est pas du tout du lait d'autre chose, de brebis ou quoi que ce soit. Mais j'aime bien le goût et ça me donne un petit goût sucré. Donc, ça me permet d'avoir un petit dessert sucré
Mais je sais que je peux sentir un inconfort digestif quand même. Mmh. Mais Quand je consomme. cet inconfort, tu l'as pas avec, du fromage? Par exemple, les fromages, qui sont pas Je ne trop l'ai pas avec gourmands? le fromage. Par contre, j'essaie de consommer que du fromage au lait cru. Oui, donc on en revient toujours au même, le problème du lait cru, donc voilà. Oui. C'est pour ça que les produits laitiers, tu sais, ils ont une mauvaise réputation en France, qui est littéralement une vraie connerie. Il faut enfin que je prenne le temps de publier cette vidéo parce que il faut Mhm. vraiment cloisonner les problèmes. Il y a certaines personnes qui ont des problèmes avec du lactose. Il y a certaines personnes qui ont des problèmes avec une forme de protéine, la bêta-caséine A1, qui est majoritaire dans Mhm. beaucoup de produits laitiers. Ils l'ont plus dans le A2. Et des gens qui ont des problèmes avec des laits pasteurisés, ils ont plus de problèmes avec des laits crus. Enfin, faut essayer de cloisonner les choses. Et c'est par un travail d'enquête qu'on arrive à l'identifier. Et on le voit, par exemple, sur le lactose, par exemple, des gens qui disent j'ai un problème avec le lactose, oui, mais quand tu manges du comté, par exemple, le comté, c'est un fromage affiné, long, etc., il n'y a plus de lactose dedans, bah, ils n'ont pas de Mhm. problème. Bon, bah, ok, donc on identifie le lactose. Et qu'est-ce qui se passe quand justement tu prends un produit laitier avec du lactose et que c'est un au lait cru, bah, il n'y a plus de problème non plus. Et on voit aussi qu'il y a une phase d'accommodation. C'est-à-dire, il y a des études qui nous ont montré des gens qui avaient une fermentation, une mauvaise digestion, ça se mesure avec des gaz expiratoires, du lactose, et on se rend compte que ça évolue. Par exemple, si on leur fait manger ce produit laitier qui les rend pas très bien pendant 2 semaines, en fait, les symptômes baissent. Et le gaz mesuré dans l'expiration baisse aussi. C'est-à-dire qu'on se Mhm. retrouve à métaboliser quelque chose qu'on métabolisait plus. Bon, donc c'est un vrai travail d'enquête, mais malheureusement, ils ont une mauvaise presse, les produits laitiers, et à tort. Voilà, c'est comme le régime cétogène. Donc moi, j'essaie de consommer des fromages au lait cru. Il n'y a que le fromage de chèvre où souvent j'ai du mal à trouver au lait cru. Mmh. Mais parce qu'à côté de chez moi, j'ai pas forcément de fromagerie. Hein, je me suis pas non plus penchée sur comment je veux dire, la viande à acheter en direct chez des producteurs, parce que j'ai pas encore pris le temps de voir près de chez moi où il pouvait y avoir des producteurs. Mais là, ça va être une autre étape encore où j'ai intention de manger, on va dire, de la viande un peu de meilleure qualité. Parce que celle que j'achète, bon, celle de grande surface, elle n'est pas forcément idéale, mais bon, Mmh. on va dire que ça fait l'affaire pour Mmh. avoir ma dose de protéines. Mmh. Ce qui est intéressant de voir dans ton Euh, témoignage, c'est qu'il y a une évolution. C'est-à-dire, au début, oui, tu penses certaines choses, tu te rends pas compte, mais oui, tu fais certainement un peu un régime hypocalorique, riche en protéines, pauvre en lipides et oui, pauvre en glucides au début. Tu t'en rends compte, tu mhm, remontes tes graisses, et puis oui, finalement, là, tu arrives à, d'un régime omnivore à plutôt carnivore, et puis tu t'intéresses oui, petit à petit à la provenance des viandes, etc. C'est une c'est ça, évolution qui est très intéressante c'est parce que, ça. voilà. Petit à petit, j'en apprends de plus en plus et je me dis, bon, bah, faut que je supprime des fromages pasteurisés, il faut que je prenne que ceux au lait cru. Maintenant, je vais essayer d'affiner pour manger de meilleures viandes, des choses comme ça. Et du coup, quand on se retrouve en meilleure santé et qu'on fait ce qu'il faut pour la prévention de pathologies diverses, on a envie d'améliorer tout ce qui est possible, quoi, en fait, sur tout le corps. Le sommeil, tout. Donc là, je Mmh. sais que j'ai encore des efforts à faire par rapport au sommeil parce que j'ai pas beaucoup de sommeil profond, hein. Je suis en moyenne à 45 minutes. Mmh. Hier, j'ai eu 1h24, mais c'est un exploit. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai eu 1h24 hier et que d'habitude, j'ai 45 minutes. J'arrive pas trop à trouver ce qui a changé, en fait, dans la journée pour arriver à ce chiffre-là. Mais voilà, il y a plein de choses à faire, en fait, pour améliorer son état de santé Mmh. voilà, au quotidien. Et on apprend tous les jours, voilà, Et petit à on peut petit. pas, Notamment, on peut pas tout aborder en quelques semaines, c'est pas on ne peut possible. pas tout C'est très aborder. vaste. Voilà, surtout que moi, j'ai commencé en janvier, donc c'est Voilà. relativement court. Mais pour Mais moi, ce qui est important, c'est ce que tu as eu, c'est-à-dire qu'au départ, tu comprends que le régime cétogène peut faire quelque chose, tu n'y crois pas trop, oui, mais tu vas essayer. Et l'important, c'est d'avoir exactement. des bienfaits rapides. Parce que c'est les bienfaits rapides qui te disent, ah non, mais là, Oui. c'est évident, je vais rester là-dedans. Et puis après, ça te permet Mmh. de creuser et d'aller chercher encore d'autres bienfaits Mmh. supplémentaires et éventuellement de connecter d'autres mondes, le sommeil, le sport, la chronobiologie, les micronutriments, etc. Mmh. Ça vient avec le temps, tout ça. Mmh. Oui, quand j'ai vu que ça commençait à fonctionner, la rétention d'eau, la perte de poids et puis, ça a été par période, c'est-à-dire que j'ai perdu 2-3 kilos assez facilement et puis après il y a une période de stagnation où là je me Mhm. suis dit: «Bon, bah, j'ai l'impression d'être arrivée au maximum de ma perte de poids». Et en fait, non, j'ai continué à perdre 500 grammes par-ci, 500 grammes par-là, et j'ai reperdu tous les kilos que j'avais pris initialement, quoi. Que je pensais impossible à perdre parce que je me disais, c'est un changement hormonal, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça, quoi.
Et en fait, non, ça fonctionne vraiment très bien. Mm. Donc, À une période de la vie où c'est plus difficile parce oui, que souvent les femmes, exactement. à partir de la cinquantaine, sont un peu abandonnées par tout le monde. Les nutritionnistes n'ont pas de solution. C'est en gros, débrouillez-vous, subissez. Sauf qu'il y a plein de choses à faire, vraiment. Et donc, tu l'as montré par toi-même, ne serait-ce qu'avec un simple changement dans l'assiette, tous les bienfaits que tu as pu obtenir. Comme autre bienfait, j'ai aussi de la thermorégulation. C'est-à-dire qu'avant, j'avais toujours froid. Et maintenant, je me rends compte que j'ai de moins en moins froid. Des fois, je sens qu'il fait froid, mais moi, j'ai chaud à l'intérieur. Et c'est une sensation que je n'avais jamais connue auparavant. Parce qu'avant, dès que j'allais dans une pièce qui était froide, je dis en dessous de 18 degrés, par exemple. J'avais froid. Moi, j'aurais été frigorifiée à 17 degrés. Et là, maintenant, je vais dans une pièce corporelle. Non. Est-ce que tu as suivi ta température corporelle pour voir? Non, je n'ai pas suivi la température corporelle, par contre. Non. Je ne me suis pas focalisée là-dessus. Mais je sais que j'ai plus chaud à l'intérieur. J'ai l'impression d'avoir un moteur qui tourne, en fait. C'est exactement ça. J'ai l'impression d'avoir un chauffage à l'intérieur. En fait, je rentre dans une pièce, il fait froid. Même s'il fait 10 degrés, je sens qu'il fait froid, mais moi, j'ai chaud à l'intérieur. Et ça, c'est incroyable comme sensation. Alors après, et d'ailleurs, au travail, je suis la seule à avoir toujours chaud, en fait. Tout le monde a froid, notamment après le repas, parce que une fois qu'on a bien géré sa dose de glucides, de pâtes et de riz et tout ça, il y a la fatigue qui arrive, et puis le corps puise l'énergie pour la digestion, et tout le monde a froid. Et en fait, moi, je partage un bureau avec ma collègue, et ma collègue, elle met toujours le chauffage sur 22, et moi, 22, j'étouffe, quoi. C'est impossible. Donc, à chaque fois, je rebaisse, je dis non, moi, j'ai trop chaud, c'est pas possible. Et dès que je peux, je prends un autre bureau. Je vais dans la salle de pause. Alors, je ne mange plus dans la salle de pause avec les autres parce qu'elles mettent le chauffage à fond. Et un jour, j'ai vu quelqu'un à 22, il était avec son blouson, quoi. Je me dis, mais encore quelqu'un qui doit avoir un métabolisme de base dans les chaussettes, quoi. Parce que là, c'est pas possible d'avoir un gros blouson dans une pièce qui est à 22, où il y a 10 personnes dans la salle, ou quand on met sur 22, il fait 24 dans la pièce, quoi. Et voilà, avec ta chaleur humaine et tout, il devait faire 24, 25. Et tout le monde avait froid là-dedans. Et c'est comme ça tout le temps, en fait. Il n'y a que moi qui est trop chaud, en fait. Mais c'est là qu'on voit que c'est une vraie épidémie parce que tu es devenu le sujet anormal du groupe. Ah, c'est ça? On est complètement anormal. C'est normal. Voilà. Oui. Et c'est marrant aussi, ça me fait penser à d'autres choses parce que moi, j'aime bien varier les goûts. C'est-à-dire que tout à l'heure, je disais, je mangeais un yaourt. Il m'arrive d'ouvrir 3 yaourts et de manger un tiers de chaque. Parce que j'ai envie d'avoir 3 goûts différents. Et donc, j'ai une collègue qui me dit, mais moi, si je commence un yaourt, je vais en manger 3-4 d'affilée. Et donc, moi, je passe toujours pour la personne qui est anormale parce que je fais un régime cétogène, parce que je me prive de féculents, parce que je vais manger des demi ou des tiers de yaourt. Donc, les gens vont me dire, mais c'est trop restrictif, mais c'est impossible de vivre comme ça, mais on ne peut pas tenir, mais comment tu fais? Et puis là, les gens me disent, mais toi, tu as beaucoup de volonté. Je dis, oui, mais moi, quand je vois les bénéfices que j'ai en régime cétogène, mais pour rien au monde, je voudrais revenir en régime glucidique. Et puis, je voudrais combattre cette histoire de frustration, parce que moi, honnêtement, je ne la comprends pas. Et c'est souvent lié à des gens qui ne connaissent pas le régime cétogène. Et quand j'ai souvent ce discours, je leur dis, mais écoutez, voilà, dites-moi ce que vous aimez. Et là, c'est des choses simples. Ça peut être le fromage, ça peut être les charcuteries, ça peut être… Qui n'aime pas une belle entrecôte bien saignante, etc. Et je leur dis, voilà, tu aimes ça, tu aimes ça, tu aimes ça. Ça, tu le manges à volonté. Tu trouves ça restrictif? Et en fait, les gens se rendent compte que, non. Donc, ils avaient une fausse idée. Ils s'imaginent que c'est un régime haricots verts ou je sais pas. Bon. Mais tout le monde aime ce qu'il y a dans le régime cétogène. Voilà. Par contre, on peut l'arbitrer de façon différente. Mais et si on le vit avec une frustration, pour moi, ça sera un échec dès le départ. Parce que les gens vont arrêter. Il faut que les gens mangent ce qu'ils aiment manger. Donc, on a un régime cétogène avec une large quantité d'aliments. Faites vos choix là-dedans. Mangez ce que vous aimez. Mangez à satiété. Ça sera facile, durable. Vous n'aurez pas de sensation de frustration. Vous allez avoir les objectifs, atteindre vos objectifs. Et une fois que vous aurez atteint vos objectifs, vous aurez la motivation nécessaire pour continuer. Si c'est vu avec de la frustration, au bout de 15 jours, les gens, ils lâchent. C'est logique. D'ailleurs, moi, je ne pensais pas au départ que ce régime allait me convenir du point de vue gustatif, puisque moi, j'étais très sucrée en goût.
Et moi, je passe vraiment du tout au tout. C'est-à-dire que je passe de… pour moi, j'allais au restaurant, le principal, c'était le dessert. C'était pas du tout la viande, le plat de résistance. Mais en fait, comme quoi, le fait de se déshabituer du sucre fait que ça ne nous manque pas. Tout à fait. Donc, et là, ça ne devient pas restrictif puisqu'on n'en a plus envie. Mais c'est pour ça Par aussi contre, de temps en temps, on a écrit ce genre de livre parce oui. que là-dedans, Nelly, elle a fait un travail incroyable de recettes pour que les gens ils puissent avoir un pour un. Par exemple, il y a beaucoup de gens comme toi qui ont un vrai palais sucré. Ils ont besoin de recettes de crêpes, de gaufres, de cakes, de gâteaux, etc. Et chez certaines personnes, moi je l'ai vu, ça peut durer 6 mois, 1 an, où les gens vont faire quasiment tous les jours une recette parce qu'ils ont besoin de ce un pour un. Et au final, au bout de 6 mois ou 1 an, ils se rendent compte qu'ils en ont plus besoin et ils sont comme toi après. Mais il y a souvent besoin, pour beaucoup de personnes, de cette phase de transition d'entre-deux où ils ont besoin de garder leurs habitudes, ne serait-ce que parce que les gens cuisinent et aiment cuisiner depuis 30 ans. C'est ça. Et ils ne peuvent pas s'arrêter. Voilà. Moi, je pense que finalement, la chance que j'ai eue, c'est de ne pas aimer cuisiner. Parce qu'en fait, si j'avais aimé cuisiner, j'aurais fait des gâteaux. Des gâteaux cétogènes, tout ça. Alors que là, comme je n'avais pas du tout envie de faire de la cuisine, je me suis dit, je les supprime carrément. Et du coup, j'ai réussi à les supprimer. Par contre, de temps en temps, il m'arrive d'avoir envie d'un petit truc sucré. Donc, comme je disais, je peux prendre un gâteau du moment où je sais que ça fait 5 grammes de glucides. Voilà, je m'autorise, je me dis, ça fait 5 grammes, c'est pas grave. Sur les 20 grammes, je peux prendre un gâteau de 5 grammes. De toute manière, maintenant, je sais que pour le corps, que le corps puise des glucides dans les légumes ou dans les féculents ou dans les sucres rapides, c'est la même chose, ce sera traité de la même manière. Donc, voilà. Ne serait-ce que cette notion de sucre simple, sucre complexe, sucre rapide, sucre lent, etc. En fait, ça devrait être totalement retiré des nutritionnistes, des diététiciens, du vocabulaire, en fait. Parce que ça ne sert à rien, c'est stupide, dans le sens où quand on regarde ce que fait un morceau de sucre, quand on regarde que fait 5 grammes de sucre sur votre glycémie, que fait 5 grammes d'amidon venant de pâtes ou de riz sur votre glycémie, on se rend compte, en fait, c'est hors sujet, comme à la limite l'indice glycémique des aliments. Moi, j'ai étudié ça il y a longtemps, ça semblait intéressant, mais en fait, on se rend compte que fondamentalement, ça inverse rien et que l'indice glycémique des aliments, on s'en fout. Voilà. L'important, c'est la quantité. J'ai étudié ça pendant un certain temps parce que c'est vrai que je me suis toujours intéressée à la nutrition. D'ailleurs, j'ai même fait une formation de naturopathe. Je voulais faire diététicienne, mais en fait, j'avais un peu la flemme de repartir sur une formation avec un mémoire et tout ça. Et donc, j'ai dit, tiens, je vais faire naturopathe. Mais pour l'instant, je n'ai pas du tout… je la voulais en deuxième activité, en fait. Mais pour l'instant, je n'ai pas du tout exercé parce qu'en fait, tout ce que j'ai appris, je me dis, ça va mettre à la poubelle. donc, en fait, maintenant que j'ai connu le régime cétogène, je me dis, je me vois plus informer des gens sur un régime cétogène ou low carb que tout ce que j'ai appris dans cette formation avec tous les régimes méditerranéens, machin, tout ça. Moi, je ne vois plus d'intérêt et donc il est hors de question que je conseille ça à des gens. Voilà, donc j'attends maintenant d'être vraiment, d'avoir beaucoup de connaissances sur le régime cétogène pour pouvoir informer les gens et les guider vers ce type de régime-là. On peut faire une pause ? Oui, on fait une pause. Voilà, j'ai fait une petite pause que tu as pu répondre au téléphone. Alors, un point important pour moi, toi, c'est que honnêtement, avec un régime cétogène bien formulé, 90% des pathologies, un bon 90% disparaissent. Donc, les gens sont plus malades l'hiver, les gastro-entérites, les problèmes d'hypertension, les problèmes de maladie du foie gras, donc stéatose hépatique, les problèmes de diabète de type 2, etc. Hop, ça disparaît. Imagine, c'est la vraie révolution. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est que les nutritionnistes diététiciens se forment à la micronutrition. Parce que les micronutriments, c'est vraiment le parent pauvre de la nutrition. On parle souvent des macros, des protéines, des lipides, des glucides. Mais les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, c'est un vrai carnage. On voit très bien qu'il y a énormément de carences. Alors, je parlerai, par exemple, pour vraiment imager la vitamine D, le magnésium, l'iode, le sélénium. Ça, c'est des choses que les gens ne considèrent pas. Ils ne savent pas où les trouver dans l'alimentation et ils n'en consomment pas assez. Et c'est vrai que les nutritionnistes diététiciens formés à ça, pour moi, ils ont un vrai atout parce qu'on peut aller encore beaucoup plus loin avec une micronutrition optimale pour les gens. Voilà.
D'ailleurs, ça me fait penser qu'au début du régime cétogène, bon, il y a la phase de céto-adaptation Mm. et alors je me souviens plus du terme, mais quand on commence le keto flou, voilà, Mm. quand on commence à recevoir à avoir des symptômes en fait de carence en sel Mm. ou des choses comme ça. Moi, je sais que je l'ai pas eu parce que dès le départ, j'ai compris qu'il fallait consommer plus de sel. Et Et là, j'ai eu la chance de ne pas avoir ces symptômes-là. ça a dû être le grand C'est écart pour toi quand même, parce qu'au départ, on t'avait dit régime sans sel, et là, Oui, oui. il fallait Et là, je vraiment suis le passée pratiquer. du tout au tout. Ouais. En fait, j'ai fait le challenge de me dire, je vais faire confiance à ce que Mm. j'ai lu sur le régime cétogène et je vais voir si ça fonctionne. Dans tous les cas, j'étais arrivée à quelque chose d'extrême au niveau de la rétention d'eau. Mm. Je me suis dit, ça ne peut pas être pire. Je prends 1 kilo tous les jours. Donc là, je vais voir voilà, où ça fonctionne, où ça ne fonctionne pas. Et j'avais l'impression que ça ne pouvait pas être plus. Quoi. Comment j'allais Oui. prendre plus que 1 kilo par jour voilà, donc ça pouvait que être bénéfique. Et c'est vrai que ça, les micronutriments, c'est très important. D'ailleurs, moi, je me supplémente enfin, je prends des oméga 3 parce que Mm. en fait, c'est toujours la même chose. Moi, j'aime pas cuisiner et j'ai pas envie de calculer tout ce que je mange, Mm. combien ça m'apporte en telle et telle chose. Donc en fait, je me supplémente et comme ça, je me dis: «Bon, bah, j'évite des carences». La vitamine D parce que forcément, vu le soleil qu'on a, on est forcément carencé, donc j'en prends. L'autre jour, j'ai eu une crampe. Alors, ça faisait des mois que j'avais jamais eu de crampe. D'ailleurs, j'en avais jamais eu, je crois. Je me suis dit: «Tiens, c'est bizarre, j'ai eu une crampe» et en fait, je me suis aperçue que, quand j'ai préparé mes compléments alimentaires, j'ai oublié le magnésium. Donc Mm. ça faisait 1 semaine que je prenais plus de magnésium et je me suis dit: «Bon, bah, voilà, j'ai oublié le magnésium, c'est en relation». Hein, j'ai aussi voilà, un comprimé, avec du sodium, du potassium, en plus de ce Mhm. que je consomme. Mais c'est vrai que là, il faut que je fasse ces analyses parce que, je me dis quand même depuis le départ, j'ai fait aucune analyse, Mm. donc il serait bon quand même que je me penche un Au peu niveau des là-dessus, micronutriments, c'est très, très difficile d'avoir des analyses parce que Ouais, dans une simple analyse de sang, en fait, on voit rien. C'est-à-dire, concrètement, oui. tu pourrais très bien être morte avec des niveaux de magnésium et de calcium normaux. Parce que Mmh. toutes les hormones de ton corps vont ajuster ces niveaux dans la circulation sanguine, qui est juste D'accord. une voie, c'est une autoroute en fait. Mais ça ne donne pas Mmh. l'information sur les stocks et s'il y en a suffisamment. Le magnésium, par exemple, c'est impossible quasiment, sauf à être hospitalisé, mais tu peux pas avoir si les gens ils ont pas assez de magnésium dans leur alimentation avec une analyse de sang. Et c'est compliqué parce que quand on prend ça micronutriment par micronutriment, on se rend compte que l'analyse de sang, c'est une très mauvaise analyse pour faire ça. Et il y a certains micronutriments, c'est vraiment compliqué. Voilà. Donc c'est Mmh. moi pour moi alors bien sûr, il y a des analyses qui existent, elles sont très coûteuses. 99% du temps, les gens ne le feront pas. Donc il y a une chose qui est plus simple à faire pour moi, c'est ce que je recommande, c'est de passer un peu de Mmh. temps avec l'application Chronometer dans la version gratuite. Je suis pas là pour vendre une application, mais au moins Oui. si on fait au moins une journée complète de tout ce qu'on mange de façon très précise en pesant, etc. Au moins une journée. Ça donne une idée un petit peu de, tiens, qu'est-ce que j'ai mangé en cuivre? Qu'est-ce qu'on a évalué en cuivre? Qu'est-ce qu'on a évalué en zinc? Qu'est-ce qu'on a évalué en iode, etc., etc. Et ça donne une idée. Alors, c'est pas ultra précis, mais on voit les grosses carences de cette manière-là. Tu vois? Par exemple, tu disais tout à l'heure que tu n'aimais pas les organes, tu aimes certainement pas manger du foie. Je comprends tout à fait. Au Oui. goût, les gens n'aiment pas ça. Ben, il y a une alternative simple, c'est le pâté de foie. Les gens, Mmh. généralement, un pâté de foie, ils le mangent. Tu Mmh. vois? Et Oui, pourquoi pas? tu disais que tu mangeais de la Je charcuterie, et cetera. Un pâté Oui, de oui, foie, oui. voilà. Et ben, Mmh. tu vas garder certains micronutriments du foie qui vont être dans Mmh. ton pâté, sans avoir ce goût éventuellement désagréable que certaines personnes n'aiment pas. Il y a toujours une Mmh. alternative pour combler les choses. Ah oui, j'avais pas pensé au pâté de foie, mais ça met sur ma liste de courses. Tout à fait. Oui, oui. Ouais. Tous Mmh. les pâtés de foie d'ailleurs, que ça soit là, on Mmh. arrive sur les périodes de fête, que ça soit foie gras de canard, foie gras d'oie, et cetera. Très bien. Oui. Si vous avez le Mmh. budget pour ça, c'est bien, mais tout simplement d'autres types de foie qui sont utilisés chez le charcutier, ça va très bien aussi, ça fait le boulot. Ah, le foie gras, j'adore. C'est sûr que je vais en consommer, pour les fêtes. Il y aura pas de Voilà. souci. Oui, oui. Mais souvent, les micronutriments, c'est vraiment le parent pauvre de la nutrition. Les gens y pensent pas. Et voilà. Et le keto flou, célèbre dans toute la communauté cétogène, c'est Oui, d'abord un problème de sel. D'abord. je sais. Ça peut Mmh. être potassium, magnésium ensuite, mais d'abord de sel. Mmh. Parce qu'on Mmh. a accusé dans notre société le sel de tous les maux. On a dit aux enfants, non, tu goûtes avant de rajouter du sel.
attention pour plein de pathologies cardiovasculaires, etc. Pas trop de sel, hypertension, on retire le sel, etc. Alors qu'en fait, le problème, c'est les glucides et l'insuline. Et quand on a réglé le problème des glucides et de l'insuline, on voit très bien qu'il n'y a plus de problème avec le sel, bien au contraire. Donc, il faut en C'est rajouter. comme pour les protéines, on dit que ça provoque des problèmes de reins, Mais alors que c'est pas du tout ça. tu vois, les gens qui disent ça, Oui. je le dis de façon parfaitement calme, ce sont des ânes. Parce qu'il suffit d'aller voir dans la littérature disponible sur PubMed, on voit très bien que le régime cétogène est scientifiquement documenté pour les gens qui sont en insuffisance rénale, même sur des problèmes de kyste, etc. Tout ça, c'est documenté déjà. Donc, et y compris sur des régimes hyperprotéinés. On s'est posé la question de savoir qu'est-ce que font 300 grammes de protéines chez des sujets qui ont des problèmes de reins sur le rein. Tout ça, c'est documenté. Donc, c'est des vieilles croyances qui sont totalement dépassées parce que les gens ne se mettent pas à jour. Oui. Sinon, je voulais parler aussi du régime cétogène par rapport à mon contexte de vie, dans ma famille. Donc, tout à l'heure, j'avais parlé de ma sœur qui fait aussi le régime. Donc, elle a eu un peu des blocages, c'est-à-dire qu'elle n'arrivait pas à la perte de poids. Apparemment, il y a des blocages qui se font, mais donc là, bon, elle a eu quelques bénéfices, elle a perdu quelques kilos, elle a repris, elle a reperdu, donc là, elle est plus en phase de perte de poids. Elle voit aussi la stabilité de l'humeur. Et pour l'instant, bon, c'est à voir, à suivre dans le temps. Parce qu'en fait, elle avait des blocages qui faisaient que ça n'arrivait pas à se mettre en route. Vous voyez. Donc là, voilà, pour l'instant, elle essaie de travailler sur ces blocages-là. Elle a identifié un petit peu, par exemple, sur la thyroïde ou des choses comme ça? Non. Et apparemment, ce ne serait pas de cet ordre-là. Voilà, il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Et voilà, donc c'est à voir dans le temps. C'est bizarre parce que enquêter, en fait, c'est par rapport à l'histoire de la personne, s'il y a eu des traitements avant, s'il y a eu, et puis s'il y avait une facilité naturelle à prendre du poids étant jeune, qu'à continuer, ou si c'est venu d'un coup, etc. Il faut regarder un petit peu, mais franchement, il faut vraiment, vraiment considérer le problème thyroïdien en numéro 1. C'est le premier qu'il faut évacuer. La TSH ne sert quasiment à rien en mesure. La T4 non plus. La seule qui est vraiment importante, c'est la T3. Alors, bien sûr, l'idéal, c'est d'avoir un tableau d'ensemble. TSH, T4, T3, T3R. OK, très bien. Pour voir l'activité thyroïdienne. Mais la TSH seule, ça sert à rien. Et souvent, on voit qu'il y a un problème de T3. La T3 est basse, la T3 libre est basse. Et là, ça laisse quand même présager un problème de métabolisme de base un peu ralenti. Et là, elle est dans une phase où ça commence à se mettre en place. Et elle me disait l'autre jour, bon, elle avait fait une course où elle sentait qu'elle avait eu à un moment donné pas mal d'énergie, mais pas jusqu'à la fin. Donc, elle se dit, elle pense que son corps n'est pas encore bien céto-adapté. Elle a des corps cétoniques, mais elle n'a pas la fat adaptation. L'adaptation par rapport au sport, l'utilisation des graisses et tout, c'est pas encore bien combiné. Sinon, moi, j'ai 3 enfants. Bon, j'ai une fille qui est l'inverse de moi, qui n'est pas du tout sportive. Et bon, bah, elle, le régime cétogène, elle n'est pas en surpoids, elle ne voit pas l'intérêt de le faire. Et puis, moi je n'ai pas incité mes enfants à le faire, j'ai juste donné les informations. J'ai donné les informations en disant, oui, tout ce que ça peut faire, le régime cétogène, tous les bénéfices. Et puis, ils ont vu sur moi, effectivement, tout ce que ça avait pu donner. Voilà, donc j'ai un deuxième fils aussi qui, lui, bon, bah, il s'y mettrait pas en régime cétogène parce que il est jeune, il voit pas l'intérêt. Par contre, c'est le dernier qui a 16 ans, c'est le plus jeune et qui est très mince d'ailleurs, qui doit faire 1m85, 61 kg, vous voyez. Il est très mince, mais lui, il est à fond dans le sport, dans la prise de… Alors, il veut pas de la masse musculaire, mais de la force. Et donc, il fait des exercices, de la gym, tout ça. Et lui, il est à fond dans ce qu'il faut, ce qui est bon pour le corps. D'accord. Donc là, il a envie vraiment, enfin, il a commencé déjà à réduire les glucides et il a dit, bon là, moi, c'est un peu compliqué, cétogène, mais je vais faire du low carb. Donc pour l'instant, il est plus sur du low carb. Mais je me dis, c'est déjà bien parce qu'il mangeait énormément de sucre. C'est-à-dire qu'au goûter, il pouvait prendre voilà, des barres de chocolat avec un pain au chocolat, je ne sais plus quoi. Enfin, voilà, 3 sources hyper glucidiques en un goûter, par exemple.
Et là, maintenant, il ne fait plus ça. Il fait attention. Alors, il a comme moi son petit papier avec, parce que tous les jours, j'ai mon petit papier où j'ai ce que je mange et puis j'ai une case glucides et une case protéines. Comme ça, je calcule la quantité. Donc, lui, il fait ça aussi. Et voilà. Donc, mais il est convaincu des bienfaits. Et hier, je le ramenais de son cours de tennis, là, et on écoutait un portrait keto. Je ne me souviens plus du nom de la personne, mais c'est un coach sportif. Donc là, c'est intéressé parce que c'était un jeune qui avait des muscles, qui était en cétogène. Comme quoi, en cétogène, on peut aussi prendre du muscle. Tout à fait. Cette personne-là disait que pendant longtemps, les gens disaient qu'on ne pouvait pas prendre du muscle. Ah non, mais ça, c'est pareil, c'est une légende. Oui. J'ai interviewé il y a quelques jours Christian, qui est champion de bodybuilding en Belgique, et il explique qu'il a 64 ans, donc il a toute l'expérience du bodybuilding avec des glucides. Ça fait 1 an qu'il est passé en keto. Il donne son témoignage et lui-même le dit. Il y a 3-4 ans, il n'y sera même pas passé, il ne l'aura même pas considéré, il aura pris ça pour une grosse blague en fait. Et maintenant, il est en keto, il n'est pas question qu'il change. Mais de façon nette, sans équivoque, un des meilleurs exemples, c'est Luis Villasanor, qui est mexicain, qui a créé la communauté qui s'appelle Ketogain. Lui, il a commencé la musculation à l'âge de à peu près 18 ans. Il était tout maigre, un peu comme ton fils. Et maintenant, c'est un beau bébé de, je ne sais plus combien il pèse, mais quelque chose comme 110 ou 115 kilos. Et il a créé toute sa masse musculaire qu'en cétogène. Ça fait 25 ans qu'il est en cétogène, tu vois. Et des exemples comme ça, on en a plein. Lui, c'est le porte-drapeau, on va dire. Mais c'est des vieilles croyances aussi qui persistent, qu'on ne peut pas prendre de masse musculaire en cétogène. Et c'est faux. Voilà. Voilà. Donc là, c'est bien parce qu'en fait, c'est un objectif sportif qui va motiver ton fils dans cette voie. Comme quoi, si on n'a pas un objectif précis, on ne le fait pas. Que ce soit la perte de poids, la maladie ou le sport, on ne le fait pas. Oui, oui, il faut un objectif. Moi, je me dis, il y a 30 ans de ça, je ne sais pas si j'aurais fait un régime cétogène, même si j'avais eu les infos, même si j'avais écouté des portraits keto, parce que tout allait bien, je n'avais pas de problème de santé, pas de poids à perdre. Donc, je ne suis pas sûre que je l'aurais fait. C'est vrai qu'il faut vraiment en avoir, en tirer un bénéfice, se dire qu'on va en tirer un bénéfice. Ou alors un objectif à long terme. J'ai interviewé un professeur de médecine français dans quelques jours qui va nous parler de régime cétogène et d'Alzheimer. Et on voit très bien que le problème avec Alzheimer, c'est que la maladie se prépare des décennies avant de commencer à avoir les premiers symptômes. Et donc, quand on veut, et maintenant on sait très bien le lien qu'il y a entre les glucides et en particulier l'insuline et le développement de la maladie d'Alzheimer. Donc, si on a un objectif de prévention et de se dire je veux vieillir en bonne santé, loin des maladies neurodégénératives, il faut commencer à l'entreprendre tôt. Et ça, c'est pas forcément une priorité pour les gens à 40 ou 50 ans de faire ça. Les gens, ils ont des maisons à construire, des enfants à élever, une carrière professionnelle, etc. Et ça passe un peu à la trappe. Et moi, je le vois tous les jours avec les personnes en visite à domicile. C'est que j'ai beaucoup de personnes qui ont la maladie d'Alzheimer et je leur demande comment ont commencé les symptômes. Et souvent, ce qu'on relate, c'est qu'il y a beaucoup de troubles digestifs. De troubles digestifs qui apparaissent des années avant et de la dépression. Les troubles digestifs et la dépression sont 2 symptômes on pourrait croire qu'ils n'ont rien à voir avec la maladie d'Alzheimer et souvent, c'est des signes précurseurs. Et c'est pour ça qu'on se dit, en fait, des fois, les gens, pendant 10 ans, ils ont eu des troubles digestifs sans savoir, ils ont fait plein d'analyses et tout était normal. Et après, on leur dit, vous avez la maladie d'Alzheimer. Bien sûr. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir ce côté-là, enfin, de savoir comment sont apparues les pathologies. Ouais. Et l'intestin est vraiment au centre de notre santé. La perméabilité intestinale, donc les problèmes d'hyperperméabilité intestinale qui vont déclencher des pathologies auto-immunes, des allergies. C'est énorme la quantité de pathologies qui prennent comme porte d'entrée l'intestin. Et donc, plus tôt on prend conscience de ça, plutôt on fait attention à sa consommation d'antibiotiques, à la consommation de glucides, parce qu'on sait que les glucides interviennent sur la perméabilité intestinale, la consommation d'alcool, parce qu'on sait qu'elle intervient sur la perméabilité intestinale. Tout ça, c'est lié, en fait. Et malheureusement, à 40 ou à 35, 40, 50 ans, les gens ont souvent d'autres priorités que de faire ce genre de choses. Voilà. Oui, il y a aussi les problèmes de peau. Pendant que tu parlais, je pensais aussi par rapport à ma sœur, elle a du psoriasis, qui est
qui a pratiquement régressé avec le régime Bien sûr. cétogène. Donc Oui. ça, c'est un autre effet bénéfique encore. Et Toutes moi, ces quand je vois pathologies des personnes, auto-immunes oui, fonctionnent de la même manière et elles sont toutes inversables grâce au régime cétogène. quand je vois toutes les personnes qui ont ces problèmes de santé, que je vais voir tous les jours en visite à domicile, je me dis, mais j'ai pas envie de développer toutes ces maladies-là. J'ai pas envie de vivre jusqu'à 90 ans en étant de l'âge de 60 ans à 90 ans dans un état très dégradé. Donc c'est pour ça que je me dis, même si là j'ai fait ce régime-là parce qu'il y avait la perte de poids, maintenant j'ai perdu de poids, il y avait la rétention d'eau, j'ai perdu la rétention d'eau, la thermomobilisation, la stabilité d'humeur, tout ça. Je me dis, mais il y a encore des bénéfices à en tirer sur la prévention des pathologies. Et moi, je n'ai pas du tout envie d'avoir la maladie d'Alzheimer, le diabète de type 2. Et je me dis, rien que pour ça, ça vaut le coup. Parce que quand on voit toutes les conséquences du diabète, la cécité, l'hypertension, les problèmes rénaux, c'est catastrophique, quoi. Et je vais faire juste une petite pause, une seconde, parce que j'ai l'impression qu'on a un problème de retour sur ton micro. Voilà, excusez-moi pour cette interruption. On a essayé de régler le micro. Normalement, ça ne devrait plus grésiller là. Donc, nous parlions de la prévention de certaines maladies comme le diabète de type 2, maladie d'Alzheimer, dans le choix du régime cétogène et que pour toi, c'était quelque chose d'important. Oui, notamment par rapport au fait que moi, j'adore le sport et je dis toujours, moi, je ne veux pas vivre jusqu'à 90 ans, mais juste être en capacité de marcher, de me déplacer. Moi, je veux pouvoir faire du sport jusqu'à 90 ans. Donc, il faut vraiment une santé optimale. Et quand je vois des personnes qui ont 60, 65 ans, ce qui est quand même jeune, hein, 60, 65 ans, qui marchent avec une canne, qui ont des difficultés à se déplacer, je me dis, moi, je n'ai pas envie d'en arriver à ce stade-là. Alors après, bien sûr, il y a diverses raisons, hein, mais quand je vois les bénéfices du régime cétogène sur la récupération sportive, moi, j'ai l'impression d'avoir rajeuni de 15 ans. Hein, quand j'ai commencé le sport à 40 ans, que je pouvais faire du sport sans trop de problèmes, et qu'après, à 45 ans, sont arrivés les problèmes de douleur aux articulations, tout ça. Mais je vais dire, le régime cétogène m'a apporté encore plus de bénéfices que le sport que je faisais à 40 ans. C'est-à-dire que même l'état dans lequel j'étais après avoir fait une partie de tennis à 40 ans, même si j'avais pas mal partout, j'étais pas dans l'état dans lequel je suis actuellement à 51 ans. Donc pour moi, j'ai rajeuni de 15 ans au niveau de la récupération physique. Mais c'est réel, hein, et c'est mesurable ce que tu dis. Tu as, au niveau scientifique, un scientifique qui s'appelle Horvat et qui a créé ce qu'il a appelé une horloge biologique, donc qui s'appelle de façon commune l'horloge d'Horvat. Et il a identifié toute une série de marqueurs pour voir, dans une analyse, quel est ton âge biologique versus ton âge officiel. Et le régime cétogène, alors j'ai écrit un article il y a au moins 7 ou 8 ans où j'avais expliqué que le régime cétogène était la véritable fontaine de jouvence. Eh bien, on peut voir que des gens qui sont sur un régime cétogène bien formulé, riche en micronutriments, il est très facile en 12 ans de reculer de 15 ans son âge biologique. Et ça, c'est factuel, c'est mesurable. Voilà. Donc, ce n'est pas qu'une impression, c'est mesurable. Et en plus, moi, c'est arrivé vraiment très rapidement, puisque j'ai commencé le régime en janvier, on est en novembre, et j'ai commencé à avoir les effets déjà quelques mois après. Enfin, surtout au mois de… Ça s'est joué, je crois, entre juin et juillet, où vraiment… Ouais, oui, je pense que c'est plus juillet-août, où là, j'ai vraiment été bien fat adaptée, où là, mon corps a bien su utiliser les graisses. Et c'est de là que j'ai vu vraiment tous les bénéfices. Et oui, puis, c'est incroyable. Un point important, et je suis persuadé que tu vas confirmer ce que je dis parce que toi-même, tu l'as vu dans ton métier, c'est que l'autonomie, en fait, ce n'est pas quelque chose qui se dégrade jour après jour. L'autonomie, elle se dégrade par de grands événements dans la vie. Et par exemple, tu as vu des gens qui étaient à l'hôpital à 55, 60 ans, qui vont être alités pendant plusieurs semaines. Là, il va y avoir une grosse perte de masse musculaire. Et en fait, cette masse musculaire n'est jamais regagnée après. Et donc, cette dégradation, en fait, elle se fait par palier. Donc, au départ, vous êtes autonome, vous marchez, puis tout d'un coup, vous arrive quelque chose, vous avez une canne. Finalement, cette canne, vous n'allez jamais pouvoir vous en passer. Et l'étape suivante, ça va être le fauteuil roulant. Donc, l'important, c'est de travailler sur son capital musculaire, capital d'autonomie, le plus tôt possible pour pouvoir faire
pour pouvoir être suffisamment armé sur différents événements qu'on va avoir à subir dans la vie. C'est pour ça que toutes les personnes que je veux voir aussi en visite à domicile, je leur dis, le principal aussi, c'est de consommer beaucoup de protéines, suffisamment de protéines, puisque en fait, dans les normes aussi, on nous dit 0,8 par kilo de poids, mais c'est pas assez. Moi, je leur dis, il faut que vous ayez au moins 1,5 ou 2 par kilo de poids. C'est une hérésie chez des jeunes et c'est encore pire chez des personnes âgées parce qu'on sait que plus le temps passe, plus les personnes âgées ont du mal à synthétiser du muscle et que pour le même effet, il faut plus de protéines. Donc, c'est les populations qui vieillissent à partir de 60 ans, on va dire 60, 70, 80. C'est à ce moment-là qu'on devrait manger le plus de protéines et de meilleure qualité possible. Voilà. Alors que dans les recommandations, on nous dit qu'il faut en manger moins. Plus on avance en âge, moins il faut en manger. C'est complètement illogique. Tout à fait. Donc voilà. Et souvent, il y a des compléments alimentaires qui sont prescrits, mais qui ne sont pas forcément goûteux. Alors, je leur dis, vous savez que les protéines, vous en trouvez dans la viande, tout ça, enfin, dans tout ce qui est viande, poisson, œufs. Et puis, de temps en temps, vous avez aussi d'autres alimentations qui sont hyper protéinées sans être forcément des choses qui sont prescrites, qui ne sont pas forcément goûteuses. Par exemple, les yaourts que j'ai trouvés, moi, je les conseille aussi parce que ça fait très peu de glucides, ça fait beaucoup de protéines et ça a un goût quand même relativement bon. Bien sûr, bien sûr. On prend tout ce qui est source de protéines est bon à prendre. Tu vois, même par exemple en termes de yaourt, le skyr, moi je suis un grand fan du skyr parce que c'est une très bonne source de protéines. Faire du skyr à la maison, on peut le faire. Vous prenez du lait cru à la base, vous allez extraire ce qui va servir à faire la crème et le beurre. Vous allez avoir toute la protéine laitière derrière. Ça fait un yaourt. C'est une bonne source de protéines, facilement absorbable pour les gens. C'est riche en calcium. Donc pour des populations âgées, pas de problème avec ça. La même chose avec ce qui s'est passé ces 4 dernières années un peu folles de pseudo-épidémie. On voit bien qu'il y a eu un problème avec le zinc. Pas d'apport suffisant en zinc dans les maisons de retraite, etc. Mais le zinc, vous l'avez où? Dans tous les produits animaux. Donc, si les gens ils mangent suffisamment de poissons, de produits de la mer, de viande, il n'y a pas besoin de compléments de zinc. Ils en ont suffisamment. Et s'ils mangent un peu de viande d'organe, par exemple, du foie ou du pâté de foie, des choses comme ça, ils vont avoir du cuivre. Les deux s'équilibrent. Et donc, dans l'alimentation, on a ce qu'il faut, mais il ne faut pas les gaver avec littéralement des choses qui sont pauvres en micronutriments, beaucoup de végétaux, des choses comme ça, parce que c'est déjà souvent des gens qui n'ont pas beaucoup d'appétit. Donc, il faut aller droit au but. Oui, c'est ça. Il faut aller directement sur… Oui, c'est pour ça. Il faut aller droit au but, exactement. Et c'est problématique. Donc, tant que les directives nutritionnelles ne sont pas adaptées, que ce soit dans les écoles ou dans les maisons de retraite, c'est le même problème, en fait. Et bien, ça va continuer comme ça. D'ailleurs, ça me fait penser que justement, j'ai discuté avec mon fils hier. Il me disait, à la cantine, j'étais obligée de manger du riz parce qu'il n'y avait que ça. Je lui dis, oui, mais là, si tu manges le riz, tu flingues complètement ton régime low carb parce qu'avec une petite quantité de riz, il me dit, oui, mais si je ne mange pas le repas de la cantine, je vais manger quoi? Et c'est vrai que là, c'est un problème parce que s'il va aller en boulangerie d'à côté, il va manger des sandwichs. Je lui dis, mais il n'y a pas un micro-ondes? Il me dit, non, il n'y a pas de micro-ondes. C'est-à-dire que même celui qui veut s'apporter à manger autre chose et faire chauffer au micro-ondes, il ne peut pas. Donc là, c'est un problème, en fait. Là, tout à fait. Puis on a cette hérésie environnementaliste qui sont pour moi des criminels, avec cette mode un peu végétarienne, végane, où on oblige dans les écoles à faire un repas végétarien par semaine. Exactement. D'ailleurs, il m'a dit qu'ils avaient fait… il a dit, là, ils ont fait un repas végane. Dans la semaine, maintenant, il faut un repas vegan. Alors, il dit, justement, lui qui comptait sur la dose de protéines, là, c'est loupé, quoi. C'est loupé. Et donc, les gens le mangent de façon systématique parce que c'est les cantines d'entreprise, c'est les cantines scolaires, c'est les plateaux d'hôpitaux, c'est les maisons de retraite. Tout le monde est concerné par les mêmes directives nutritionnelles toxiques. Voilà. Donc, tant que ça, c'est pas changé à la base, ça va continuer. Ou alors après, c'est les familles qui se débrouillent, les enfants qui partent avec les plateaux repas, les familles qui amènent de la nourriture à la maison de retraite ou à l'hôpital ou des choses comme ça. Voilà, c'est compliqué. Je comprends. C'est compliqué aussi parce que pour l'avoir vécu, on ne peut pas toujours ramener de la nourriture parce que des fois, en fonction, par rapport aux normes d'hygiène et tout ça, il faut qu'il y ait un frigo pour le garder ou alors c'est fait un peu discrètement, sans que le personnel soignant s'en rende compte. Donc, c'est pas toujours facile aussi de pouvoir ramener de la nourriture à l'hôpital. Oui,
Ah, mais j'en ai bien conscience parce que moi, j'ai eu 14 fractures dans ma carrière de pilote de motocross, donc je connais Oui, bien les oui, services oui. d'orthopédie. Les hôpitaux et les Voilà, plats proposés, c'est il n'y a pas de problème, je connais, j'ai terrible. expérimenté. Et Oui, de oui. l'autre côté, je vois très bien ce que la science nous dit et c'est le Grand Canyon. Par exemple, en orthopédie, j'arrête pas de le dire, mais Mmh. quand on voit ne serait-ce que les études qui nous expliquent le nombre vraiment sur des gros chiffres, de prothèses de hanche chez la personne âgée qui vont échouer parce que les niveaux de vitamine D ne sont pas adaptés, moi je pose la question, quand on voit le prix d'une opération de prothèse de hanche, comment se fait-il qu'il n'y a pas une mesure et une complémentation systématique sur des niveaux de calcium, de vitamine D, d'autres micronutriments, parce que ce n'est pas les seuls qui sont utiles pour la reconstruction osseuse. Ce n'est pas fait. Donc on va dépenser beaucoup d'argent pour une opération, mais elle va foirer, parce que concrètement, il va falloir passer sur le billard, juste parce que des choses qui coûtent quelques dizaines d'euros ne sont pas faites. Voilà. Non, parce qu'en fait, en France, on est très cloisonné au niveau de la santé. C'est-à-dire que moi, pour l'avoir vécu des choses incroyables, c'est-à-dire que quand j'avais ce poste où je faisais la coordination de soins à domicile, on suivait le parcours de la personne, même en cas d'hospitalisation. Et il m'est arrivé d'aller voir la personne en service de chirurgie pour savoir si tout se passait bien. Je mettais en relation avec le médecin pour connaître les traitements, quand est-ce que la personne allait sortir, est-ce qu'il y avait des choses à mettre en place en retour d'hospitalisation, des aménagements dans la maison, des traitements, du matériel médical, des choses comme ça. Et des fois, les gens ne revenaient même pas à la maison parce qu'ils mouraient à l'hôpital. Moi, j'ai eu le cas d'une personne qui était diabétique, qui avait des traitements pour le cœur, mais qui s'est retrouvée en service de médecine pour une prothèse de hanche, en service de chirurgie, pardon, pour une prothèse de hanche. Et là, on a dit, ah ben non, moi, je prescris que ce qui est, que ce qui est chirurgical. Donc, tous les traitements pour le diabète, les choses qu'il y avait avant, bah, ils n'existent plus. Et là, j'ai trouvé ça incroyable. Et je me suis dit, mais on ne prend pas la personne dans sa globalité. Non, non, non. Et j'ai des personnes qui mouraient parce qu'on ne leur posait pas tout repas. Et puis, la personne, elle ne pouvait pas manger toute seule. Donc, on revenait, la personne n'avait pas mangé, on reprenait le plateau repas et la personne, elle se retrouvait dénutrie, déshydratée. Et en 3 jours, la Oui. personne mourait. Et ça m'arrivait, Je ne sais pas je si tu dirais l'as vu, pas mais tu sais, plusieurs fois, mais en fait, j'ai je l'ai fait une vécu. vidéo sur notre site qui s'appelle Pourquoi je suis devenu biohacker. Et j'ai expliqué mon parcours. Parce que moi, de l'autre côté, je l'ai vu. C'est-à-dire, j'ai vu à la Pitié-Salpêtrière, un des plus grands hôpitaux de Paris, connu internationalement, des gens littéralement en train de mourir de faim à l'hôpital. Je l'ai vu en neurologie, quand vous avez un glioblastome et que vous avez un étage complet de personnes qui sont touchées de glioblastome et que vous avez une infirmière pour tout l'étage qui va distribuer des plateaux repas dans toutes les chambres à des gens qui ne sont pas autonomes, qui sont incapables de manger par eux-mêmes et qui, à la fin, reprend les plateaux qui sont pleins, qui ne sont pas touchés, Oui. me dit, S'il n'y a on est où personne là? pour donner à manger, bah, ça reste comme ça. On est La où? On personne ne donne mange des pas. Oui. chimiothérapies à 15 000 euros par mois qui servent à rien. Et de l'autre côté, on a des gens qui ne sont pas capables de manger et à qui on ne vient pas les aider. Moi, j'étais avec ma mère, je lui donnais à manger. Les gens qui étaient dans les autres chambres étaient seuls. Comment c'est possible ça? Ça, c'était en 2009-2010. Je l'ai vu. Je l'ai vu aussi, l'hospitalisation à domicile avec une pompe à morphine installée à la maison, les ampoules de morphine à côté, le personnel exceptionnel, je tiens à le rappeler, de santé service qui était là, qui me disent, oui, mais nous, on ne peut pas utiliser ça parce qu'on n'a pas l'ordonnance pour les Ah oui, injections de morphine. oui. Là, je me retrouve entre la salpêtrière qui me dit, ah oui, mais moi, si votre mère n'est pas devant moi, je ne peux pas prescrire. Bon, la personne responsable de l'antidouleur dit, ah non, mais moi, je suis là pour superviser, mais je n'ai pas le droit de prescrire. Le médecin généraliste à qui on me dit, il faut se retourner vers lui, qui me dit, ah mais moi, je ne prescris pas ces trucs-là, ce n'est pas mon travail. Ah ouais, non, là, ça devient compliqué. Et au final, je me Tout le monde retrouve, se renvoie la balle. j'ai pris les ampoules, je suis allé à l'hôpital là où je dépendais, un petit hôpital du coin. Je suis rentré dans les urgences en furie, comme je sais faire, et j'ai dit, bon voilà, maintenant, il me faut un médecin pour me prescrire ça, parce que sinon, le protocole d'injection, c'est moi qui vais le faire. Et c'est en gueulant de cette manière-là que j'ai pu avoir mon ordonnance pour pouvoir les donner aux infirmières. Si je n'avais pas été là, il y aura eu une machine pour injecter de la morphine, des ampoules de morphine qui n'auraient jamais servi. Oui, oui, c'est incroyable. C'est ça le Non, problème. il y a un Pour système moi, qui c'est très est critique des du fois, système de soins parce oui, que il y a un morceau, c'est fait enfin, très un grain de sable procédurier. dans l'engrenage, tout s'arrête
Et au final, l'ensemble du système, il n'est pas capable d'analyser d'où vient le problème. Il y a plein de gens qui sont de bonne volonté, mais à qui, administrativement, on dit, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça. Ah oui. Bah, en France, on est très procédurier et effectivement, si on ne respecte pas à la lettre la procédure, on ne peut rien faire, ça ne fonctionne pas. Ma mère était allergique avec un produit spécifique. Moi, je me baladais avec un dossier comme ça en permanence avec elle. 3 fois, je lui ai sauvé la vie parce qu'ils étaient prêts à lui injecter. 3 fois. Donc, je ne suis pas médecin et j'expliquais à l'interne au moment de l'accueil, je lui dis voilà son dossier médical, c'est ça, 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 ça. Vous lui injectez ça, ça, ça et ça. Parce C'est que moi qui disais les à l'interne ce qu'il informations ne fallait faire. suivent pas tout le temps. Elles suivent pas tout le temps. Parce qu'elle est baladée d'un service à un autre service, Oui, les c'est ça. dossiers ne suivent pas, etc., etc. Et Oui, tout c'est le monde se exactement ça. retrouve, Quand voilà. on va dans un service et qu'on change de service, il faut rebelote répéter tout le temps les mêmes choses. Voilà. Tout le temps, Donc, c'est pour ça que je suis on très n'est pas. critique sur le système de soins. Ce n'est pas les êtres humains que je critique, c'est le Oui, non, système. c'est le système. Il est déshumanisant, Moi, déjà. ça m'a toujours interpellée, ça, pour avoir fait des suivis de personnes, justement, comme ça, au long cours. Et ben, dès qu'elle changeait de service, ça y est, il faut rebelote. À chaque fois, il fallait tout réexpliquer. C'est incroyable. Je me suis dit, on n'a pas réussi à créer encore un système en France où on aurait une concentration de données comme ça même au sein du même hôpital. Je dis même pas d'un hôpital à l'autre, mais même au sein du même hôpital, on n'arrive pas à avoir déjà une base de données commune. Voilà. C'est ça qui est incroyable. Ne serait-ce que les échanges d'imagerie médicale, d'analyse, de choses comme ça. S'il y a un proche qui est disponible, etc., bon, bah, ça se passe bien. Si la personne est seule ou parce que les proches sont au travail, et ben, la personne est seule et là, c'est le chaos. Voilà. Et les erreurs se multiplient. C'est au niveau du système qu'il faut réformer ça. Et je ne pense pas que ça prenne vraiment la bonne direction en ce moment. Et même pour le personnel de soins, je pense que ça doit être fatigant parce que y a beaucoup d'argent qui est dépensé pour des choses très, très coûteuses, etc. et qui finalement vont échouer parce que des choses de bon sens, peu coûteuses, simples, ne sont pas faites. Par exemple, un plateau repas. Et même, c'est une perte de temps parce que le médecin, quand il va faire son tour et qu'il va arriver au moment il arrive devant la patiente, il va passer une demi-heure à lui poser toutes les questions sur les antécédents, sur ses traitements. Alors que s'il y avait déjà une base de données commune, bah, ça éviterait tout ces… Et puis les erreurs, parce que moi, j'étais déjà passionné par la science, la médecine, etc., le nom des molécules, le nom des traitements. Vous savez, quand vous êtes atteint par une grave maladie qui dure des années, il faut tenir un historique précis de tous les événements, etc. Les gens, quand ils sont malades, ils sont fatigués, ils sont sous traitement, ils n'ont pas la tête pour pouvoir dire les choses claires et ne rien oublier. C'est impossible. Ah oui. Voilà. Donc, puis en plus, voilà, pour des personnes qui multiplient plusieurs pathologies, se souvenir de toute la chronologie de ce qui leur arrivait en telle année, c'est impossible. C'est impossible. Oui. Moi, je l'ai vu de mes yeux et franchement, j'en garde pas un bon souvenir et je sais que il faut être autonome et il faut dépendre que de soi-même parce que au niveau du système, c'est pas, vous pouvez pas compter sur le système en fait. Voilà, c'est ça. Malheureusement. Et c'est une machine à broyer, y compris le personnel de soins qui voit ça tous les jours. Je pense pas que ça soit très encourageant et très très joyeux des fois. Eh bien, on a fait un bon témoignage. Tu m'as dit en introduction, en off, que tu n'avais pas grand-chose à dire. Ça fait déjà 1h47 qu'on papote. Tu veux rajouter d'autres choses, aborder d'autres sujets spécifiques, ton témoignage? Non, je pense avoir fait le tour. Le mot de la fin. Alors, je te donne le mot de la fin. Le mot de la fin. Donc, moi, je tiens à te remercier pour le puits de science que tu nous fais partager grâce au site It Fat to Be Fit, les 2 livres que j'ai achetés d'ailleurs quand je me suis lancée dans le régime cétogène. La Céto Academy, j'ai aussi tout lu de la Céto Academy qui m'a permis vraiment d'amplifier mes connaissances sur le régime cétogène. Et puis les portraits keto, voilà, c'est vraiment extraordinaire d'écouter toutes ces personnes-là, de voir tous les bénéfices que relatent les personnes. Alors, j'espère que ce régime-là va être de plus en plus connu en France. Bon, c'est pas gagné, mais bon, avec les portraits keto, ça y contribue. Et que surtout, qu'il y ait de plus en plus de professionnels de santé qui soient au courant de ce régime-là, des bienfaits, et qu'ils puissent avoir les bonnes informations pour pouvoir les véhiculer, notamment pour la prévention de certaines pathologies.
Alors, ce que tu dis est extrêmement important. Déjà, je te remercie pour tes compliments qui me vont droit au cœur parce que notre but, c'était vraiment de mettre le plus de connaissances possible à disposition de chacun pour que chacun puisse retrouver sa santé. Mais ton appel est extrêmement important et je tiens à l'amplifier. Nous avons besoin de professionnels de la santé dans tous les domaines formés sur le régime cétogène. Donc, il faut que globalement, l'ensemble de la profession comprenne qu'il y a un vrai besoin, que c'est un outil fantastique, peu coûteux, pour améliorer largement la santé des gens dans tous les domaines et que nous avons déjà toute la science disponible. Il suffit d'aller la chercher sur PubMed. Donc, grand appel, on a besoin de vous. Je te remercie beaucoup pour ton témoignage, Marie. Merci à toi. Et je te souhaite le meilleur grâce au régime cétogène. Merci. Merci. Au À revoir. bientôt. Au revoir.